Bah, al khair alaikum encore une fois. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle masterclass du Digital Blue Hack. On se retrouve à nouveau avec une nouvelle thématique, un nouveau formateur. Donc, je laisse la parole à Rania Shmoul pour se présenter et l'idée, sa masterclass aujourd'hui autour de l'agilité. Rania, à toi. Merci Sofiane. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme. Alors, c'est Rania Chemoul, consultante en management de projet, certifiée PMP. Donc, je suis certifiée en management de projet. C'est une certification PMP. On va en parler lors de la formation. Je suis chef de projet chez une entreprise de services numériques ici en Algérie. Nous travaillons pour des clients qui sont en Algérie et des clients qui sont à l'étranger. Je suis aussi mentor dans le programme Agile Montréal. Je le fais à travers des mentorés, pour des mentorés qui sont en Algérie et partout dans le monde aussi. Je les coach sur le management de projet, les bonnes pratiques, comment faire une conversion professionnelle vers de la gestion de projet, etc. Voilà, voilà. Et je veux bien, si on a assez de temps, connaître avoir une toute petite présentation de chaque intervenant, participant. On peut faire ça, Sophie? Bien sûr. Ok, Ils ont parfait. envoyé un son d'animal, mais pas Oui. non. Donc, comme vous voulez, c'est ou sur le chat du Zoom, ou vous prenez la parole directement, qui va être beau. Donc, on vous écoute. On va peut-être désigner la première personne qui apparaît dans la liste. Et c'est bon. Alors, Vas-y. Hafid et Zainab, on va les faire parler. Bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Hafidi Zineb. Je suis de la wilaya de Annaba. La formation, je suis docteur en pharmacie et je participe au Blue Hack avec le projet Fish Shop. Ouais, Barak, enchanté. Akram. Oui. Donc, salam alaikum, je m'appelle Samuel Salam. Akramani. Euh, euh, je- euh, euh, نقرأ troisième année informatique et je suis مع le projet Firmatech. Marhaba. Amira. Bonjour, je suis Rajd Amira, la représentante de projet Aquahuta, ingénieure en aquaculture. Ouais, Barak. Yahya. Merci. Bonjour alaikum. Sabah Nour. Yahya de Mila, porteur de projet dans ce Mara. Voilà. Ok, marhaba. Rachid. Amira, c'est la même. Amira. Alors, ok. Dialogue marketing. Anonymous. Euh, oui, salam alaikum. Wa Alors, salam. moi, je suis le collègue de Amira. Allah Ok. يبارك. On est la team 10 et nous, on veut implanter des systèmes d'élevage de poissons automatisés en Algérie. C'est Bien. bon? Oui, c'est beaucoup. Merci beaucoup. شكراً. صحيح. الله يسلمك. صابرينا. صابرينا. ألو. Alors, si tu es en train de parler, le micro est en mute. Sinon, on passe à une autre personne. Al-Hussein, à toi. Et puis, on revient à Sabrina. Bonjour à tous, je Bonjour. suis Salah Hossein, étudiant en cinquième année École supérieure d'informatique Cité Bellepasse et je suis présent. Et, notre projet c'est Aquatrack. Très bien. Brahim. Al-Khair, Sabah Nour. c'est Sdiq Ibrahim. Donc, je suis le porteur du projet Corollary Station. Donc, on travaille, ça fait 13 ans qu'on travaille sur le projet. Merci. Allah يبارك. Super. HR Technology. Anonymous aussi. Bonjour, c'est Rukaïa Lazeka, cofondatrice de la startup HR Technologies. On participe avec une géoplateforme SIG, système d'information géographique pour la pêche et l'aquaculture. Et merci. Merci beaucoup. Il me semble qu'on a fait le tour, Je, sauf Sabrina. Tu es là? alors, oui, oui, Très effectivement, je bien. vous ai envoyé un message, mais J'ai pas je vu. me permets de me présenter.
Oui. Et je m'appelle Sabrina Ounis, je suis ingénieure en génie côtier, donc gestion et protection du littoral de formation. Et actuellement, je suis dans l'équipe de Akram pour son projet de Firmatech, qui est un système intelligent de gestion et suivi des fermes aquacoles. Voilà. Ah bah super. Allah yabarak, enchantée, je suis très ravie d'être parmi vous. Alors, je vais animer une masterclass sur management de projet. Ça va être light, c'est juste pour avoir des informations et des connaissances sur le management de projet. Cela ne veut pas dire que vous allez tout comprendre maintenant, mais vous allez avoir de grandes lignes et puis par la suite, vous allez les développer. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on peut toujours revenir dessus avec Sofiane. D'accord? Dites-moi si l'écran est partagé. Est-ce que go, Sofiane? C'est bon? Yes. Ok. Alors, allez. On voit très bien ton écran. Top. Merci beaucoup. Très bien. Alors, le plan de cette masterclass, donc on va faire une petite introduction sur le management de projet. C'est quoi déjà un projet? Quelles sont les approches existantes? Quelles sont les bonnes techniques de communication qu'on devra utiliser? Comment on va gérer les parties prenantes? Quelles sont les contraintes que vous allez rencontrer dans votre projet? Techniques d'estimation, les indicateurs de performance et quelques certifications. Et puis, on fera une évaluation à chaud. Ce n'est pas une évaluation, ce n'est pas un examen. C'est juste pour connaître déjà ce que vous avez pu assimiler à l'issue de la masterclass. Alors, pour définir un projet, je n'ai pas cherché une autre définition à part la définition proposée par l'Institut de management de projet. C'est lui-même qui délivre les certifications PMP. Donc, un projet, c'est un effort temporaire initié dans le but de fournir un produit, un service ou un résultat unique. Le fait de savoir que c'est temporaire, ça veut dire que vous allez commencer un projet avec une date début, il faut qu'il y ait une date fin. Donc, ce n'est pas des projets qui prennent des siècles pour être terminés, sauf pour des grands projets, mais hakak ou qu'un délivrable partiel. Et puis, pour livrer un résultat unique, on ne lance pas deux, trois projets qui ont une seule finalité. Dans ce cas-là, on peut appeler ça un programme qui ont des sous-petits projets. Et puis, oui, il y a une personne qui va intervenir, non? Ouais, je Ok. pense qu'on nous a écrit sur le chat. Alors, Alec, déjà, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus doucement? Ok, désolé. Et Euh, Lentement, juste est-ce que, d'un point de vue timing, on nous demande combien va durer la masterclass à peu près. Allez, je sais pas. alors, on a prévu 4 heures, Ok. hein, Très bien. ou lentement, je parle moins rapidement que maintenant. ما تركضوش معنا. Moi, je le fais exprès باش تكون arrivé. Ah. Alors, il faut suivre le rythme. Bon, pour définir un projet, moi, je vous propose de regarder cette vidéo. Maintenant, on va sortir une petite idée qui est très, très importante quand on gère des projets. D'accord? Donc, la vidéo, c'est une femme qui est en train de tester une poêle. Et vous allez voir une autre femme aussi, les Rahif le rayon, qui est en train de tester une autre poêle. Ce que vous allez comprendre à travers cette vidéo, c'est que les gens vont aller vers votre projet parce que vous allez proposer une solution à des problèmes. Donc, tout projet qui ne répond pas à un besoin ou qui ne répond pas à une problématique, c'est un projet échoué. Je peux m'étaler sur plusieurs projets, mais au final, si je livre quelque chose à un client qui ne va pas utiliser, qui ne répond pas à son besoin, Madame Nawal, c'est une perte de temps. Donc, ce que vous allez faire, vous, en tant que porteur de projet, vous allez fournir une solution qui va répondre à un besoin dans le domaine maritime. Donc, il faut que votre solution matche avec le besoin. D'accord? Donc ça, c'est une petite introduction. Maintenant, allons voir quelles sont les approches de management de projet. Les principales approches, l'oula ismuha la prédictive. Comme son nom l'indique, c'est une étape où on fait la planification du projet avant même d'aller dans l'exécution. Donc, dès qu'une étape du projet est terminée, l'équipe passe à l'étape suivante. Prédictive, maintenant, je sais d'ores et déjà ce que je vais faire. Adaptative, le projet est divisé en périodes courtes et itératives. Accueil positif des demandes de changement. Adaptatif, comme son nom l'indique, je vais l'adapter selon le besoin TAI. Je vais m'améliorer au fur et à mesure, mais le client. À chaque fois qu'il y a une demande de changement, je la prends, je m'adapte et je lui propose. Il y a aussi l'approche hybride, il y a un mélange entre l'approche prédictive et adaptative. C'est ce qu'on appelle l'hybride. C'est une association de la souplesse de l'approche adaptative et l'approche prédictive. Donc là, on va décortiquer chaque approche. L'approche prédictive. L'approche prédictive, vous allez trouver généralement le mot waterfall ou la cycle en V. Qu'est-ce qui est particulier de l'approche? C'est que
On va utiliser des données existantes pour estimer des faits présents et passés ou encore des hypothèses pour réduire les résultats futurs. Le périmètre et le produit à livrer sont clairement définis. Le budget et le planning de réalisation sont basés sur le périmètre, اللي هو le scope. معناتها عندي toutes les étapes qui sont bien définies. Je ne peux pas aller vers l'étape suivante avant d'avoir validé l'étape qui la précède. Ça, c'est le waterfall. علاش يسمى waterfall parce que جاي كي الشلال. Donc, c'est de l'eau qui coule et on est obligé de suivre tout ce cheminement pour arriver à la livraison finale. Le cycle en V aussi. Donc, on a la définition des besoins. On fait les specs, les spécifications. On fait de la conception générale. On passe à la conception détaillée. On fait la réalisation. Une fois qu'on a réalisé, on fait les tests unitaires, les tests d'intégration, on valide et on remet au client pour recette. Donc, ce que vous allez voir là, Hadi, c'est une répartition prédictive, c'est-à-dire que je suis censée avoir beaucoup d'informations avant même de me lancer dans le projet. Le cycle de vie d'un projet. Cycle de vie, maintenant, quelles sont les étapes par lesquelles je vais passer quand je suis avec une approche waterfall, une approche prédictive. La phase d'avant-projet, c'est la collecte des informations qui vont justifier le go ou no go. Vous êtes porteur de projet, vous avez des idées, vous avez des solutions à proposer à votre client. Donc là, vous êtes en train d'étudier est-ce que vous vous lancez ou pas. La phase d'initialisation, c'est le début du projet. On définit les grandes lignes. Quand on dit grandes lignes, ça veut dire je ne suis pas censé avoir toutes les informations, mais les grandes lignes pour me lancer. Les données d'entrée, les inputs sont le business case, étude d'opportunité, élaborée par le business analyst. Je vais sortir avec quoi? Avec un document, il se nomme le charte du projet. La charte du projet. La charte du projet, c'est un document où on va mettre les informations principales qui sont relatives au projet. On peut nommer le chef de projet FIHA, on peut dire c'est qui le sponsor, on peut dire c'est quoi la finalité, on peut définir le scope, le périmètre du projet brièvement. Quels sont les risques et les hypothèses qu'on avait prises lorsqu'on s'est lancé dans ce projet? Et si demain, il y a une personne qui vous pose la question, je vais venir par exemple à Sabrina, Sabrina, ton projet consiste en quoi? Sabrina est prise, elle ne peut pas me répondre, elle peut toujours me rediriger et me renvoyer la charte du projet pour avoir une idée sur son projet, sans pour autant m'envoyer tout le cahier des charges à lire. Donc, Hadith Moha, la charte du projet. La phase de planification, c'est la phase durant laquelle on élabore une feuille de route que tout le monde suivra. Planification, maintenant, je vais mettre le plan que je vais suivre tout au long de mon projet. La finalité, c'est un plan de management de projet. Bouche fait le plan de communication, le plan de gestion des risques, le plan de gestion des parties prenantes, le plan de gestion des contrats, la gestion des changements, etc. Je vais mettre un plan de communication. Je vais mettre un document qui va dire que voilà comment on va parler aux clients, voilà comment on va organiser nos réunions, voilà comment on va conduire les changements, voilà comment on va gérer les risques. Chaque document séparé. Il va constituer une base de données de documents qu'on appelle le plan de management de projet. D'accord? Et puis, une fois qu'on aura tout planifié, on va passer à l'exécution, c'est la réalisation des livrables. Est-ce que à ce rythme, c'est bon? Oui, ça va. Super, très bien. Alors, et puis, on a la phase de clôture, de contrôle et de suivi. Puisque là, j'ai commencé à réaliser, donc il faut qu'il y ait un chef de projet qui va faire le contrôle et le suivi. C'est la même phase qui se fait tout au long du projet. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre que l'équipe réalise, ben, je commence à piloter et contrôler. On avance au fil de l'eau, on avance parallèlement. Donc, c'est une action qui va se faire pendant la phase d'exécution pour mesurer la progression et la performance du projet. Une fois qu'on aura fait l'exécution contrôlée, on s'assure qu'on répond réellement aux besoins. On va commencer maintenant. On a livré le produit terna. On va clôturer le projet. Là, on a livré. On va clôturer, c'est-à-dire que je vais achever tous mes livrables. Je vais constituer un registre de leçons apprises. Si demain, je me lance sur un autre projet qui ressemble à celui-là, je ne suis pas obligée de refaire à zéro TNE. J'ai déjà une base de données de connaissances. C'est moi les leçons apprises. Je vais clôturer tous mes contrats. Si jamais je fais appel à des consultants externes, à des fournisseurs, à des prestataires, je clôture mes contrats, je livre mon produit final et c'est bon, je clôture le projet.
Est-ce que vous arrivez à avoir une idée de la prédictive? La prédictive, vous allez remarquer que كل شيء راهو planifié à l'avance. Tout est organisé phase par phase. J'ai une phase d'avant-projet, est-ce que je me lance ou pas? Phase d'initialisation, je sors avec une charte du projet. La phase de planification et puis la phase d'exécution. Le contrôle et le suivi راهو يتندر au fil de l'eau et la phase de clôture. L'approche adaptative, vous avez certainement entendu parler de l'agilité. L'agilité, maintenant, c'est une personne flexible qui va s'adapter. Donc, si on prend déjà la définition de l'agilité en elle-même, elle est basée sur trois aspects: la transparence, l'inspection et l'adaptation. C'est un concept qui a été élaboré par des développeurs IT en 2001. Donc, l'idée de l'agilité, elle a déjà été associée aux ingénieurs IT en 2001. Elle est basée sur la transparence, l'inspection et l'adaptation. Ils ont fait un manuel, le manifeste agile, qui repose sur 4 valeurs et 12 principes. Donc, tout projet ou toute personne, tout chef de projet qui applique les 4 valeurs et les 12 principes, il est déjà dans le mindset agile. Maintenant, il raisonne de façon agile, il est flexible et il s'adapte aux besoins. Pourquoi on insiste sur la transparence, l'inspection et l'adaptation? Transparence, c'est un travail d'équipe et c'est un travail qui va nécessiter une personne qui affiche réellement la situation. C'est-à-dire, on va pas se leurrer, on va pas masquer la vérité, on va travailler en toute transparence. Et avec le client et avec l'équipe interne. Inspection, je vais regarder est-ce que ce que j'ai proposé au client répond à son besoin. J'inspecte et je m'adapte selon ce qu'il va me faire comme retour. Donc, transparence, inspection et adaptation. Ou l'approche agile, le mindset agile, il y a plusieurs méthodes. Donc, quand je parle de l'agilité, mais quand je suis méthode agile, je vais plutôt dire approche agile. L'approche fait plusieurs méthodes. Vous avez certainement entendu parler du Scrum, qui est un Test Driven Development utilisé dans le développement. Le XP, c'est du Extreme Programming, c'est-à-dire quand je développe une application, je suis développeur et un de vous est développeur aussi. On peut travailler en même temps sur le même code. Moi, je développe, il va réviser, il va corriger, il me revient. Ça, c'est l'XP. Le Kanban aussi, c'est comme le Scrum, sauf qu'il a un tableau, on va le voir tout à l'heure. Le Feature Driven Development, c'est-à-dire, je commence par la fonctionnalité, je la développe, j'avance sur les tests. Est-ce que c'est bon pour les bases de l'agilité? J'arrive pas à voir les commentaires. Tu peux gérer ça, Sophie Niek, s'il te plaît. Ouais, هاد bien sûr. les approches نقدروا Voilà. نابليكيوهم les approches Oui, oui. نقدروا نابليكيوهم في لي بروجي ولا نقدروا نابليكيوهم تاني في البروسيس تاع الشركه كاع. Oui, on peut les appliquer partout. D'ailleurs, au départ, c'était juste pour l'IT. Mais maintenant, l'idée, on l'utilise même dans l'industrie, on l'utilise dans la conception de nos process, bien sûr. Parce que quand tu vas faire tes process, tu vas les décrire, tu vas exprimer ton besoin, tu vas les adapter. Tous les métiers de est-ce que les échanges, la communication, tout ça fait partie du mindset agile. La flexibilité pour livrer. Ok. D'accord? Très bien. Et puis, si on veut développer les valeurs et les 12 principes, les valeurs de l'agilité, les individus et leur interaction, plus que les process et les outils. Quand on dit plus que, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire ce qui est à droite, on va le faire, mais on va plus se concentrer sur les individus et leurs interactions. Deuxième valeur, la collaboration plus que la négociation contractuelle. Moi, je travaille par exemple avec un prestataire. On a un contrat qui nous engage tous les deux sur le projet, par exemple. On a un petit pépin lors de l'élaboration du contrat ou pendant l'exécution du contrat. Mais on ne trop rigide et trop carré parce que c'est écrit dans le contrat que. Il faut qu'il y ait cette collaboration et cette relation de confiance qui va s'installer entre le fournisseur et le client. Donc, on parle de collaboration. Troisième valeur, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Vous l'avez compris tout à l'heure, l'approche prédictive, tout est planifié à l'avance. Donc, je suis obligée de rester dans le cadre du plan. Dans l'agilité, non. Je m'adapte au changement. Je ne suis même pas obligée d'avoir un plan au préalable. Je fais, je démontre et je corrige et j'améliore. Les logiciels opérationnels, plus que la documentation exhaustive, ça ne sert à rien de fournir à un client un manuel d'utilisation ou l'application est touchée. Ça ne sert à rien de lui fournir une présentation de l'application, je crois que c'est des slides, PowerPoint, etc. Mais au final, vous allez livrer
une solution qui ne va pas répondre à son besoin. Donc, il cherche un logiciel ou un livrable opérationnel plus que la documentation en elle-même. Si on veut développer les 4 valeurs, on va faire sortir 12 principes. Les 12 principes, هما نفس الشيء كيما les 4 valeurs. C'est juste un détail de chaque valeur. Je vais créer des livrables qui créent de la valeur. Donc, je vais livrer quelque chose utile pour le client. Je vais privilégier la simplicité. N'allons pas dans les détails au démarrage du projet. On se perd, on ne sait plus où on va. Faisons les choses simplement. Au fil de l'eau, on va avancer et on va livrer des incréments. Vous l'avez remarqué, par exemple, les solutions, pour ne pas citer de marque, des solutions assez sophistiquées. Donc, ils livrent déjà une solution sur le marché. À chaque fois, on reçoit des mises à jour. Les mises à jour Hadoop ne sont pas forcément des mises à jour, mais parfois, c'est des corrections. Parfois, c'est une nouvelle version. Ça, il a livré et il a mis à disposition l'outil. Assister sur faire confiance et motiver les équipes qui vont travailler sur des projets agiles, la confiance, c'est la clé numéro 1 pour pouvoir avancer dans l'agilité. Le chef de projet fait confiance en son équipe et inversement. Donc, s'il y a déjà des tensions ou là, des incompréhensions entre les différentes équipes, déjà, ça démarre mal. Donc, il faut déjà installer ou là, instaurer une relation de confiance. Une équipe auto-organisée. Le chef de projet fait projets agiles, ce n'est pas une personne qui va s'impliquer dans les opérations des développeurs ou des personnes qui réalisent le projet. Ils sont auto-organisés. Le chef de projet, il va jouer le rôle du moniteur, du coach, du mentor, il va faire plus de leadership que du micromanagement. Il va favoriser les interactions en face à face. C'est-à-dire, si moi j'ai besoin d'informations, pas la peine de rédiger 50 mails pour avoir une information. Je peux aller directement vers la personne pour avoir l'information. Idem pour le client ou là l'équipe du projet. Accueillir favorablement les changements. Si je suis avec une approche agile, automatiquement, je prends les changements. Après les changements Hadoop, il faudra les étudier. Est-ce que la demande de changement Hadoop va impacter ce qui a été déjà fait? Si ça a un impact, il faut l'évaluer, il faut le présenter au client. Si le client dit go, c'est du go. Si on juge qu'il ne faut pas démarrer maintenant pour ce changement, on va lui expliquer. Donc, on revient toujours à la collaboration. Je ne refuse pas le projet direct, le changement directement, mais je discute. Assurer la coopération entre le client et l'équipe. Il ne faut pas qu'il y ait de tensions, il faut que la relation soit assez fluide. Rythme de développement soutenable et cohérent. Pas trop de pression sur les gens qui travaillent et pas trop se lâcher pour dépasser les délais. Livrer fréquemment une version opérationnelle du produit, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, ce n'est pas la peine de s'étaler. Il y a certains projets où ils restent dans la conception, dans le développement, ils s'oublient, ils ne livrent pas. Livrons une première version et améliorons la version Hadoop. Logiciel fonctionnel, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On ne livre pas quelque chose qui ne fonctionne pas et on livre de la documentation. Attention continue à l'excellence technique. Une équipe qui travaille avec une approche agile, c'est une équipe qui est auto-motivée et c'est une équipe auto-organisée. Donc, c'est des personnes qui aiment bien être à l'écoute des nouvelles technologies et qui font de la veille technologique, c'est-à-dire ils s'améliorent à chaque fois. Et puis, même le chef de projet, c'est son rôle aussi, parce que quand il trouve des nouvelles technologies, des nouvelles astuces, il peut toujours recommander le top management pour former son équipe. Réflexion régulière sur la manière de devenir efficace. C'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc, on a livré une solution. Si demain, on a un autre projet, soit qui ressemble à ce projet ou là, c'est un autre, je ne suis pas obligée d'adopter la même façon de faire de la dernière fois. Je dois m'améliorer, je me corrige. Si on a organisé un meeting avec le client et on n'a pas bien géré, on s'assoit bien maintenant, on se dit, voilà, on va améliorer le point et le point. Donc, il y a toujours une réflexion d'amélioration continue. Yes. Est-ce que vous arrivez déjà à avoir une idée sur l'agilité? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut voir les pouces, les réactions? C'est bon? Alors, il y en a qui écrivent oui dans les commentaires. Très bien, ok. Donc là, c'est l'agilité. Vous avez compris l'agilité, le mindset TAHA. Donc l'aspect TAHA, c'est souple, c'est light, pas trop de complications. On est avec les gens, on communique, on avance facilement. Maintenant, quelle est la méthode la plus utilisée? C'est le framework Scrum. Scrum, سمعتوا به كاع, ou la plupart. D'où est-ce qu'il provient déjà le terme? Le terme Scrum signifie en anglais, c'est un terme anglais qui veut dire mêler.
Il s'inspire du rugby. Comme vous le voyez sur l'image, c'est un sport qui requiert une équipe soudée avançant dans la même direction. Déjà, le fait de voir l'image te fait oublier que c'est un travail d'équipe. Les gens qui travaillent avec des approches agiles ou qu'il y a des disparités, qu'il y a des divergences d'idées, c'est très, très compliqué d'avancer. C'est généralement des personnes, même s'ils ont de différentes idées, ils sont prêts à collaborer. Donc, c'est une équipe qui travaillent dans la même direction et qui ont un seul but. L'équipe avance ensemble et reste prête à réorienter le projet au fur et à mesure de sa progression. Sabrina et Akram sont dans la même équipe. Il n'y a pas Akram et Sabrina, il y a une équipe qui va constituer, qui va livrer un projet. Les deux personnes vont travailler pour le même projet. Après, Scrum, est-ce qu'on peut dire que c'est une méthode ou là c'est quoi? Ce n'est pas une méthode, il se le framework. Le framework, c'est un cadre de travail. معناتها, si moi j'adopte Scrum, معناتها, je vais travailler sous un cadre fait différents aspects à respecter. Je travaille Scrum, je travaille sous le cadre, sous le framework Scrum. Je suis avec une équipe auto-organisée. Je fais de la livraison itérative, donc je livre, je livre, etc. Et je suis toujours concentrée sur la satisfaction du client. Donc, le cadre de travail, il respecte les trois. Ou les trois, c'est les mêmes valeurs de l'agilité et c'est les mêmes 12 principes. Ça se regroupe en auto-organisé, donc c'est des équipes déjà qui sont motivées auto-organisées, livraison itérative et satisfaction du client. Quels sont les rôles que je peux trouver quand je suis sous Scrum? Le Scrum a déjà un acteur principal et le Product Owner. Le Product Owner, c'est la personne qui a la vision du produit et une bonne traduction des attentes du client. Sabrina et Akram, vous travaillez en binôme. يقدر واحد فيكم يكون هو the voice of the customer. Donc, يقدر يكون هو la voix du client. Il va représenter le client. Comme يقدر le client, il peut vous contacter directement, vous. Donc, c'est lui le Product Owner. Le Product Owner, c'est la personne qui a le besoin. D'accord? Le Scrum Master, c'est la personne qui va accompagner l'équipe dans l'application du Scrum. Donc, ce n'est pas une personne qui va s'immiscer dans les activités ou là dans les tâches, mais c'est plutôt une personne qui va s'assurer que l'approche Scrum ou le framework Scrum est bien respecté. Il a un rôle principal, servant leader. Le servant leader, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un simple petit exemple. On travaille avec une équipe de développement, par exemple, ou vous-même dans le projet que vous pilotez maintenant. L'équipe projet, donc il y a un Scrum Master, l'équipe projet a besoin de faire des copies sur des documents à présenter, je ne sais pas, au ministère ou à présenter à Sofiane. Le servant leader peut aller faire des photocopies pour son équipe. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'il soit au service de son équipe. Mais les une personne qui va bloquer l'avancement, mais plus une personne qui va jouer le rôle de facilitateur. Chaque fois qu'il y a un blocage, le Scrum Master, il faut qu'il soit informé pour débloquer la situation. C'est pour ça qu'on a pris le terme servant leader. Donc, c'est une personne qui va être au service de son équipe. Et puis, vous avez l'équipe projet. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire. Fait les développeurs, les architectes de solutions, les designers, les testeurs, parties prenantes internes, parties prenantes externes, fournisseurs, etc. D'accord? Donc, le Scrum, on a le Product Owner, le client, le Scrum Master et l'équipe projet. Maintenant, quelles sont les cérémonies connues dans le Scrum? Le Product Owner, le Product Backlog. Donc, les aspects prédictifs, on a un cahier des charges, mais le cahier des charges, je comprends c'est quoi le besoin du client. L'agilité, ce n'est pas le même aspect. Un Product Backlog, c'est lui qui sera le représentant du cahier des charges. C'est un modèle où je vais exprimer tout ce que je veux dans le projet. Donc, contrairement au cahier des charges établi en amont d'un projet, le Product Backlog évolue à chaque itération du produit terminé. Product Backlog, vous allez le voir comme étant le cahier des charges. Sauf que le cahier des charges, c'est dit explicite dès le départ. Par contre, le Product Backlog, non. Chaque fois que j'ai un besoin, je vais l'alimenter. Je vais l'alimenter avec quoi? Avec des user stories. Donc, comme son nom l'indique, c'est des histoires où je vais dire, moi, en tant que pêcheur, qui ne la mer, j'ai envie d'avoir accès à tel, tel, tel. Vous avez compris ce que je veux. Donc, tout le monde, vous allez répondre à ce besoin.
Vous allez le développer, vous allez mettre à ma disposition un outil, un système, une solution, etc. Donc, tout ça va être rédigé sous forme de user story. Donc, user story, la forme générale, c'est as role. Donc, je vais dire moi en tant que pêcheur, I want, je veux, c'est quoi le bouteille? So that, c'est quoi la finalité? Acceptance criteria, maintenant, comment je peux dire que la user story a été satisfaite par mon fournisseur? Est-ce que le fournisseur خدمها مليح ou non? Maintenant, il y a des user stories qui ne vont pas dans le détail tel acceptance criteria. L'essentiel, il faut que je comprenne que هذا le pêcheur ou هذا l'ingénieur, il veut avoir telle fonctionnalité, il veut avoir ce résultat. Donc, moi, je vais faire en sorte à lui fournir le résultat. Donc, ça change complètement du cahier des charges. C'est ce qu'on appelle le product backlog. Après, on a le sprint backlog. Le sprint backlog représente le cahier des charges dédié au sprint en cours. Le product backlog, on a fait les user stories, mais on a fait guère le client, selon ce qu'on a à date. Après le sprint backlog, je vais créer un sprint, mais maintenant une période très courte, où je vais mettre en place le cahier des charges de la période. Donc, je vais la partitionner. Je vais dire que, la période de 2 semaines, je vais livrer les fonctionnalités au client. Donc, c'est ce qu'on appelle le sprint backlog. Au final, qui me dit le sprint backlog à chaque fois, je vais avoir un incrément que je vais livrer au fur et à mesure. Donc, au départ, j'avais commencé par la petite idée, la petite boîte elle est en blanc. Je la mets dans un carton, derrière le carton, je la ferme, je mets le nœud, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'incrément. Ou Hadia, elle vous montre que quand on est en agilité, on n'est pas obligé d'aller directement vers le produit fini et on prend 6 à 7 mois pour livrer. Non, on livre par incrément et le client, il chauffe l'évolution et la création de valeur. Alors, il chauffe comment le projet est en train de se concrétiser. D'accord? Est-ce qu'on est bon? Donc, contrairement à l'approche prédictive, on a un cahier des charges. Non, on n'a pas de cahier des charges, on a un product backlog. L'effet des user stories. Après, je définis le sprint backlog. Qu'est-ce que je vais livrer maintenant? Dans 2 semaines, je vais livrer quelque chose. C'est un petit cahier des charges. Je ne fais que les user stories que je vais réaliser. Je vais livrer au final un incrément. À chaque fois, je définis des sprints, je livre, etc. حتى نكمل le projet. Yes. الديوريشن تاع سبرنت دائما تكون سمانتين. Généralement, c'est 2 semaines. Ça peut aller à 4 semaines et ça dépendra de la taille du projet et de sa complexité. Mais généralement, 2 semaines, c'est mieux. Pourquoi? Parce que le client qui tombe mais il ne voit pas le résultat. Plus livrer l'eau plus tôt, mieux c'est. Après, dans les 2 semaines, des fois, ce n'est pas des choses qui sont palpables. D'ailleurs, on se le MVP, Minimum Valuable Product. يقدر يشوف que le design, يقدر يشوف que quelques formulaires, mais l'essentiel, il est en train de voir l'évolution du projet, de son livrable. وي تسمى لازم يكون عندنا لا فيرسيون الاولى كنكملوا هذاك السبرينت الاول. Le sprint الاول, voilà, minimum. Après, moi, ça m'arrive parfois qu'il y a des sprints où je n'ai rien à démontrer par rapport à ce qui a été discuté. Ça, je vais trouver une autre astuce, oui. Je vais mettre des captures d'écran des formulaires qui ont été réalisés. Je vais mettre des captures d'écran de ce qui a été corrigé aussi. Donc, il y a toujours une façon d'attirer le client. Il ne va pas se dire que je ne sais pas l'avancement, etc. D'accord? Mais minimum, c'est 2 semaines, c'est recommandé. وكان زعما عندنا تاسك مازال ما كملناهاش وخلاص Ah, سمانتين. très bien. Donc, la task, il y a deux façons de voir. Est-ce que la task elle a été mal estimée? C'est-à-dire qu'on a estimé à 2 points, ben, finalement, ça a pris plus de temps. Donc, il y a un problème d'estimation. Ou là, c'est un problème d'épique. معناتها هي elle-même, ce n'est pas une task. C'est une tâche كبيرة qu'il fallait décortiquer chaque sprint. D'accord. Donc, il y a نشوفوا من بعدك ماكرو تخرج complètement من هذيك la tâche. Peut-être qu'il fallait la décortiquer باش تقدر تليفريها progressivement. OK? Très bien. Alors, après, on va se poser la question, c'est quoi la différence entre user story, c'est quoi une épique, c'est quoi une tâche et c'est quoi un bug? Alors, user story, c'est un terme qui est associé à l'agilité, c'est une description d'exigence pour toutes les fonctionnalités nécessaires.
Donc, le product owner ou le client, ما حاش يهضر معاكم كيما يهضر في الكاي دي شارج, mais il va vous parler de user story. Et pour les user story, il y a une certification dédiée pour les PO, donc c'est des product owners. Ils font des formations et des certifications spécialement pour pouvoir rédiger les user stories selon le besoin du client. Une épique, ce que je viens de dire maintenant, représente une vue macro, un objectif d'action pour l'utilisateur. Épique, ça veut dire حاجة كبيرة, une tâche qui est très très complexe. C'est une vue macro que je vais décortiquer par la suite. Une tâche, c'est une action à réaliser parmi d'autres afin de pouvoir développer la user story. Donc, user story, حيكونوا فيها des tâches. Ou le bug, c'est un correctif à apporter à une user story. Donc, si le client nous remonte un bug, donc c'est fort possible que le sprint qui va suivre, ça sera que des correctifs. Donc, il n'y aura pas de user story nouvelle à développer. Est-ce que c'est bon? Hmm. Oui, oui. Donc, حنايا, on est sur l'approche agile. On a opté pour le Scrum. Comment je vais organiser donc, l'organisation théorique, comment elle va être avec le client? Le sprint planning, donc vous avez compris que le product backlog fait les user stories. Le sprint planning, ce que je vais faire durant le sprint de 2 semaines par exemple. Je vais me fixer des objectifs, avec le PO, le product owner. Donc, on fait le sprint de 2 semaines. On va livrer le formulaire d'inscription. On va livrer plutôt le formulaire d'inscription. On va livrer le formulaire d'authentification. On va livrer le formulaire de modification des informations personnelles, etc. D'accord? Je vais commencer à réaliser mon sprint, max 4 semaines. Et selon la complexité du projet, ça peut aller au-delà, mais généralement, c'est 2 à 4 semaines. On va réaliser le sprint, c'est le cycle de développement itératif. Pendant le développement, pendant les 2 semaines Hadouk, l'équipe va faire des points de situation entre elles. Donc, le chef de projet n'est pas forcément impliqué, mais il peut s'associer معهم. Chaque jour, pendant 15 minutes, on va se dire, allez, Sabrina, on a travaillé sur ce projet. Donc, hier, tu vas dire, par exemple, moi, je vais dire, hier, j'ai fait le formulaire d'authentification. Lyoma, je vais faire le formulaire de suppression et je vais corriger un bug. Une autre équipe, une autre personne aussi va me dire, Anna, j'ai fait KDA, ou Lyoma, je vais faire KDA, mais j'ai eu un blocage. Avec le blocage, il faut pas qu'il tarde dans la phase de développement. Il faut qu'il remonte au Scrum Master. Les connaît tout à l'heure, c'est un servant leader. Donc, c'est une personne qui est au service de l'équipe. Donc, tous les jours pendant 15 minutes, pendant le sprint هذاك. Il ne faut pas dépasser les 15 minutes. علاش يسموه le daily meeting وكاين يكتبوا daily stand-up? Parce que si on est en stand-up, si on est en position debout, نعيا automatiquement يتشتتون وكل واحد reprend son travail. Mais si on est assis, on s'étale dans la discussion et on sort complètement de l'objectif. Donc, c'est des 15 minutes daily stand-up tous les jours. Après, une fois qu'on a achevé les 4 semaines ou les 2 semaines, il faudra démontrer au client où il. Donc, c'est la présentation des fonctionnalités développées au cours du sprint. Donc, je vais présenter tout ce que j'ai développé au client. Une fois que j'ai développé et j'ai présenté, donc, je vais dérouler, il va avoir des remarques. Il va me proposer de modifier quelque chose. Il va me faire part de tout son feedback. Donc, tout ça, je vais le noter. Et ça sera mon objectif, le sprint, les Mora. En bête, on va faire une réunion interne à l'issue de cette rétrospective entre le Scrum Master et toute l'équipe projet pour se dire quels sont les points qu'on a bien fait, quels sont les points qu'on devra améliorer, quelles sont les failles et quelles sont les bonnes pratiques qu'on a adoptées. C'est ce qu'on appelle la rétrospective. Je ne suis pas obligée de la faire à l'issue de chaque sprint review, mais généralement, moi, je la fais après 2, 3 présentations, je la fais. Pourquoi? Parce que le client, il peut constater facilement que l'équipe commence à s'ennuyer. Il peut constater que l'équipe commence à perdre l'objectif du projet. La rétrospective permet de recadrer les choses à laquelle le client ne va pas perdre la cadence, il ne va pas perdre le rythme de développement. Et en même temps, s'il y a des soucis dans l'organisation du projet, il faudra les connaître à chaud et non pas attendre qu'il fasse le projet. Il y a peut-être des soucis internes, il y a peut-être des personnes qui nécessitent des formations, il y a peut-être des problèmes personnels dont il faut tenir compte. Donc la rétrospective, c'est un temps d'arrêt pour se dire, Ya Jama'a, est-ce qu'on est bon, on n'est pas bon? Qu'est-ce qu'on doit améliorer et qu'est-ce qu'on doit garder en tant que tel?
وشنو هما لي كريتير ولا لي كيسيون اللي لازم نسقسوهم ولا نبوزيوهم مع التيم تاعنا باش نعرفوا بلي درنا a good like bon rétro Rétrospective. ouais. La rétrospective, c'est ناخذوا la démonstration اللي درناها par exemple البارح. نقولوا البارح on a démontré au client. On avait remarqué qu'on a mal déroulé la présentation. On n'a pas assuré. Parce que généralement, on fait démonstration. Moi, je vous conseille de faire une démonstration à blanc. Toujours dès un entraînement avant que vous allez tourner un film. Vous faites une démonstration à blanc entre vous. Désignez une personne. Par exemple, vous êtes une équipe de 5 personnes. Ce n'est pas forcément toujours la même personne qui fait la démonstration. Quand chacun a son rôle dans la démonstration, les gens vont se sentir valorisés. Donc, chacun a une partie, une implication dans le projet. Donc, déjà, c'est une. Deuxièmement, démontrer que tout ce qui fonctionne, حاجة اللي فيها ambiguïté, حاجة اللي راهي فيها شوية louche, il ne faut pas la présenter au client. Par contre, on travaille en toute transparence, on va lui dire que كاين هاد le point qu'on avait commencé et qui nécessite un peu plus de développement. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, oui. Merci. D'accord. Donc, c'est une organisation interne. Moi-même, je le fais avec l'équipe, c'est-à-dire que je ne vais pas au client à la dernière minute. C'est une personne. Anna, par exemple, j'ouvre le débat et la présentation. Je présente la personne qui va faire l'animation. C'est elle qui prend le micro. Une fois qu'elle aura fini, il y a des questions du client. C'est la personne qui a fait la présentation qui va répondre en premier. Et si jamais la question qu'elle le dépasse, il peut solliciter l'autre personne. Ou l'autre personne, elle va intervenir sans pour autant l'interrompre. Donc, même le client, il dit que c'est une équipe homogène et c'est une équipe qui travaille ensemble. Mais quand quelqu'un qui essaie de se montrer, ou il essaie de montrer devant le client que qu'il a mal compris, etc. D'accord? Donc, c'est une certaine cohérence et le client, quand il sent qu'il y a cette cohérence, il est confiant. C'est-à-dire que même demain, tu trouves que j'arrive pas à livrer Hadi parce que il a tellement aimé l'animation et la présentation que il va faire confiance et il va aller droit au but. Il va dire que c'est pas grave, on peut avancer, etc. D'accord? Merci. Ok. وهذه كاع Mhm. عندها برسبكتيف تاع كليون زعما عندك بروجي تاع كليون راك تخدم فيه Eh. وبصح حنا رانا نخدموا على لي بروجي تاعنا كيفاش Eh, نقدروا c'est la même chose. Par exemple, moi, je travaillais avec des clients internes, les hommes à une direction ressources humaines, c'est la même chose. On va se dire qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a bien fait معاهم, qu'est-ce qu'on a mal fait معاهم, peut-être qu'on était trop agressif معاهم, peut-être qu'on les a chargés, peut-être qu'on leur a demandé de remplir des formulaires qui a compliqué complètement le travail تاعهم quotidien. C'est la même chose. C'est rétrospectif, c'est-à-dire on se remet en cause, on fait de l'auto-évaluation. Est-ce qu'on était bon, pas bon? حاجة اللي ما يشتمشي, ça ne veut pas dire le problème عند le client qui soit interne ou externe. Est-ce que c'est pas lui forcément le problème? C'est peut-être nous qui avons choisi le mauvais moment pour demander un document, par exemple. Par exemple, ناخذوا une direction, les achats ou la direction des appros, etc. Ils sont occupés ou la direction comptabilité. عندهم des bilans à faire. Après, انت تجي لهم تقول لهم عمروا لي هذه الفورمule نسحقوا. Ce n'est pas du tout le bon moment. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de réponse, le problème n'arrange pas personne qui n'a pas répondu, mais c'est le moment qui n'était pas opportun. Ouais, ouais. D'accord. Donc, tu les t'améliorer. Tu les تعرف وقتاش tu demandes le document, تعرف وقتاش تروح vers la personne, etc. Tu les عندك un équilibrage, شغل tu les aiguilleur. تنحي منه وتزيد منه تنحي منه حتى تسقم روحك. Et toute l'équipe, bien sûr. D'accord? Après, on va se poser la question, pourquoi je vais opter pour l'agile et pas le waterfall? C'est quoi la différence بيناتهم en vue générale? Et quand est-ce que je choisis agile et pas waterfall? Voici ce qu'il faut retenir avant de faire votre choix. Donc, comme un projet, vous allez vous poser la question, est-ce qu'un déro agile, un waterfall, qu'est-ce que l'approche waterfall valorise la planification à l'avance. Donc, ce qu'on avait vu tout à l'heure, la prédictive, je prépare كلش avant de me lancer. Donc, le waterfall valorise la planification à l'avance. L'approche agile valorise l'adaptabilité et l'implication du client. Vous l'avez constaté, le client est au cœur du développement, le client est au cœur du projet. Quelle que soit l'approche choisie, il faudra impliquer le client afin qu'il puisse suivre le déroulement du projet durant ces différentes phases. Il y a des projets qui échouent parce que l'équipe de réalisation travaille, mais le client n'a aucun retour. Après, le client, des fois, il ne fait pas la réclamation du premier coup. Il s'en a une fois, trois fois, quatre fois. Il y a des réunions de comité
des réunions de pilotage où ils connaissent les sponsors et les top management. Là, ils يخرجوا les dossiers. On n'a pas eu d'informations, on n'a pas été informé, on ne savait pas l'avancement, on ne savait pas qu'il y avait des difficultés, on n'a pas été avisé à l'avance, etc. Donc, pour éviter tout cela, essayez de préparer des rapports et des points de situation réguliers au client. Comme ça, il est au courant, même si lui ne demande pas l'information. Soyez vous-même le chef de projet qui initie et qui partage l'information. Soyez toujours, باش يكون le client au même niveau d'information معكم. D'accord? Après, je vais me dire, est-ce que je vais prendre Agile ou la Waterfall? Si le projet est structuré avec un scope bien défini, donc on a le périmètre, il est bien défini et clair, il peut être piloté avec une approche Waterfall parce que le besoin d'info, par exemple, je vais construire un pont. Le pont a des normes internationales ou a des étapes bénines. Donc, ce n'est pas la peine d'aller adapter le pont, le client, c'est un pont, les bayines, l'architecture. Je ne suis pas obligée d'aller vers l'agilité. Un projet qui demande un développement plus rapide et idéalement piloté par une approche agile. Développement rapide, c'est-à-dire que si j'ai envie de mettre sur le marché un produit, je ne vais pas m'étaler dans le waterfall alors que normalement on met la solution TI sur le marché. Surtout maintenant avec la digitalisation, les gens optent beaucoup plus pour des applications mobiles. Donc, dès que tu as la solution TI qui est déjà fait Play Store, elle est partagée. Première version est livrée. Au fil de l'eau, on va livrer. À chaque fois, il y a une nouvelle version. Un projet avec un scope variable, donc il y a une partie qui est claire et définie, mais il y a une partie qui n'est pas très claire. C'est-à-dire que la partie qui n'est pas très claire, elle peut dépendre d'une réglementation du pays, par exemple. Elle peut dépendre d'un changement climatique. Par exemple, je vais construire une usine, une zone industrielle où la région, par exemple, a un changement climatique assez considérable. Donc, il y a un facteur externe qui va impacter mon projet. Donc, ce qui est clair et bien défini, je peux le gérer de façon waterfall. حاجة اللي فيها des changements, حاجة اللي فيها un impact externe ou là, un truc qui n'est pas bien clair, je peux le gérer de façon agile. Et c'est ce qu'on dit dans l'agilité, welcome change, c'est-à-dire une personne qui travaille avec une approche agile, fait راسها déjà, elle sait qu'il y aura des changements. Il ne faut pas qu'il y ait une résistance à ce que le client va demander. Est-ce que c'est bon? Oui, ça va, les choses sont claires, merci. Super. Pour les autres, alors qu'il y a 6 commentaires, je veux bien savoir ça. Je profite pour prendre une petite pause. Bonjour, pouvez-vous parler plus lentement? Hein? Il y a énormément de nouvelles informations très intéressantes. Ok, super. Très bien. Après, on va se dire quelles sont les bonnes pratiques fragilité, les mauvaises pratiques waterfall. J'ai pas mis avantages et inconvénients parce que ma cache une méthode a un avantage plus que l'autre, ou là, elle dépendra du projet. Et c'est bien d'avoir les deux aspects en tête, comme ça vous allez avoir un esprit adaptatif. C'est-à-dire que selon le projet, tout le flexible, vous vous adaptez rapidement. Tout le faire, parce qu'il y a un process qui va vous permettre de jumper d'une solution à une autre et d'une approche vers une autre. Alors, le waterfall, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur le Shelled. Donc, le cahier des charges est clair et le budget est clair. Donc, on a des cahiers des charges, on a le budget qui est alloué au projet. Efficace sur des petits projets de quelques semaines de développement. Parce que, à la belle, je vais livrer un des cahiers des charges. Tu as un cahier des charges, donc je vais l'estimer à 2, 3, 4 mois. En 4 mois, livrer la solution. C'est bon. Le respect scrupuleux du cahier des charges. معناتها تعطيني cahier des charges, je ne vais pas sortir du périmètre qui est dans le cahier des charges. L'agilité, temps de développement, itération plus court, chaque 2 semaines, je te présente quelque chose. Meilleure communication avec le client et les équipes. Donc, ما نستناش le client حتى نكمل باش نعطيه la solution, mais il est impliqué معايا في le projet. Flexibilité, rapidité, adapté au domaine et à l'évolution rapide. Nous sommes en train de développer une application. Il y a une nouvelle technologie. نهضروا عليها maintenant, l'intelligence artificielle. Vous allez proposer des solutions. Il ne faut pas que vous soyez aussi en décalage avec toutes les technologies qui sont ailleurs aussi. Il y a une certaine norme à respecter. Il y a des conditions aussi auxquelles vous devez répondre. L'intelligence artificielle maintenant, c'est un outil qui va compléter et qui va faciliter le travail de beaucoup de personnes. Vous allez peut-être l'intégrer dans votre solution et votre projet de la façon à répondre aux besoins de votre client. Donc, vous allez faire
preuve de flexibilité, rapidité adaptée au domaine et à l'évolution rapide. Donc, il faut que vous soyez déjà, il faut que vous fassiez une veille technologique. Dans le waterfall, on a peu ou pas de place pour les imprévus. Je ne dis pas que avec une approche waterfall, on est très rigide. Il y a des clients, même il y a un waterfall, parce que c'est un client sensible, parce que c'est un client important, qu'il y a certaines choses qu'on peut prendre juste pour pas perdre le client. Donc, là, c'est le terrain. Après, la taille du projet, etc. Rigidité face au changement. Quand on reçoit un changement, mais il n'y a pas de welcome change rapidement. Pourquoi? Parce que, comme on a tout à l'heure, on a un budget clair. Donc, si j'ai un budget clair, maintenant, si je prends le changement, ça va impacter ce que j'ai fait. Là, je vous propose de faire autrement. Donc, si vous recevez des changements alors que vous êtes en waterfall, prenez le changement positivement, faites votre évaluation du changement, quel va être l'impact sur ce que vous avez fait. On va proposer au client un échantillon. Vous pouvez lui proposer de prendre un ou deux changements, sachant que vous avez déjà fait l'évaluation. L'évaluation est sur le plan coût et sur le plan qualité. Donc, comme je le changement et vous allez réduire la qualité. D'accord? Donc, vous allez faire cette évaluation et vous allez proposer au client, les changements, on peut vous les offrir, mais ça, les autres changements vont impacter ce qui va être fait. وهنا يبان l'aspect négociateur du chef de projet. Donc, لازم يعرف comment il va esquiver le non. Il va dire oui, je prends le changement, voilà le quota que je vais prendre et voilà le quota qu'on va temporiser pour plus tard. Voilà, il y aura un échange avec le client. Risque de déphasage entre le moment de l'analyse du besoin et la livraison finale, puisque je suis en waterfall, c'est-à-dire que je ne vais pas le livrer rapidement. Donc, il y a le besoin de نهار عطاني cahier des charges في janvier 2024, qu'il livre لنا في juin 2024, يقول لي le besoin تاعي تبدل complètement. تبدلت l'organisation interne, تبدلت DG, تبدلت la réglementation. Donc, il y aura un déphasage et un dérèglement. Ajustement post-livraison coûteux. Puisqu'arrête un cahier des charges, j'ai développé l'application, je l'ai livré. Si demain, le client il veut faire des changements, il veut faire des ajustements à son application, ça va être coûteux. Pourquoi? Parce que c'est 80% une refonte de ce qui a été fait. Donc, il va réacheter le produit. Alors que Kinkono en mode agile, non. On ajuste et on adapte et on livre au final ce qui va lui créer de la valeur. L'agilité, il y a un risque de décalage entre l'objectif de démarrage et le produit final. Les risques, les stars, quand on est en mode agile, et là c'est le rôle du Scrum Master, chef de projet, top management, il ne faut pas perdre de vue le projet. Ça arrive parfois que le product owner, qui m'appelle l'appétit vient en mangeant, à chaque fois qu'on lui fait une démonstration, qui chauffe le produit, il يبدأ. زيد هادي دير منا زيد هادي دير منا. L'équipe prend. Deuxième démonstration. زيد منا modifie منا. Il s'étale tellement dans le besoin qu'il sait complètement l'objectif de démarrage. Après, il y aura un produit, c'est vrai qu'il est consistant, mais ça, on a divergé de l'objectif initial. Donc, on livre et on améliore. On met en production et on améliore. Et non pas on s'étale sur les besoins tout au long du développement. Risque de multiplication des sprints. Ça, c'est une continuité vers le décalage entre objectifs. Et dès qu'on s'étale les besoins et le product owner, il ne s'arrête pas l'expression des besoins théoriques, donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer beaucoup de sprints. Si je crée beaucoup de sprints, c'est un coût aussi, parce que le client va me payer aussi. Je vais lui facturer tous ces sprints que je fais. Donc ça va impacter et le client et moi aussi qui vais m'étaler sur les sprints. Beaucoup de temps à consacrer au débugage. Donc, j'ai livré. Il a fait des tests, il a constaté des bugs. Je corrige. Prochaine démonstration, c'est une correction des bugs. Je vais lui remettre la solution. Il va retester, il va détecter des bugs. Donc, le rôle, d'ailleurs, vous allez le constater quand on est en mode agile, on est vraiment, il faut qu'on ait une vision, une attention aux détails très, très importante. Pourquoi? Pour pas qu'on s'oublie et pour pas qu'on priorise كلش. Tout est important, mais ماشي كلش qui est urgent. Donc, il faut commencer par ce qui est urgent et ce qui va répondre aux besoins du client. D'accord? Il y a certains tickets, il y a certains bugs qui sont signalés comme étant un dysfonctionnement. Ça, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un nouveau besoin du client. Donc, le client, il va le faire glisser sous un bug. Ça, ce n'est pas un bug.
Donc, il faudra analyser et regarder le feedback تاعو, c'est quoi la définition تاعو exactement. Et si ce n'est pas clair, rien ne nous empêche de contacter le client pour avoir plus d'informations. Et là, vous avez compris que toutes ces étapes et toutes ces approches feront beaucoup de communication. Il faut aller vers le client, il faut aller vers son équipe, il faut aller vers le top management des personnes qui décident, etc. Et 90% de la tâche d'un chef de projet, c'est la communication. Et la communication ne veut pas dire dispatcher toutes les informations. Il faut savoir communiquer et à quel moment il faut le dire. Donc, si je prends la définition communication dans le marketing, qui est la communication push. C'est le type de communication qui est envoyée à la cible sans que celle-ci l'ait demandé. Il y a des boutiques qui vous remettent des échantillons de parfum pour l'acheter plus tard. Vous n'avez rien demandé, on vous l'a offerte. Donc, c'est une communication push. Communication pull, il s'agit d'attirer le client vers le produit ou service à travers une communauté en ligne. On a fait les réseaux sociaux, hop, et on a des publicités. C'est quoi le lien de cette communication avec la gestion de projet? Le chef de projet fait aussi de la communication push. Les destinataires ont reçu un mail. Mais qui va être le mail? On n'est pas sûr qu'ils ont compris le mail terminé. Après, le chef de projet va se dire, un mail, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. 3-4 mails, il n'a pas répondu. Donc, ça crée des tensions entre le chef de projet et son client et le chef de projet et son équipe. Donc, la communication push, les destinataires ont reçu le message, on attend une réponse, mais nous ne savons pas quand il répondra. Et si le message a été bien compris. Les emails, les rapports, les lettres, les fax. La communication pull, on l'utilise lorsqu'on a un large public qui a besoin d'accéder aux informations. Le contenu est informatif. Par exemple, un partage OneDrive, la documentation, l'équipe projet peut consulter les documents. Le client a accès à cet espace pour lire ces documents et le suivi du projet. Donc, c'est d'une communication pull. Si un destinataire ne lit pas le message posté, cela n'affectera en rien le projet. Un intranet, un site web, l'information existe, mais la personne ne l'a pas vraiment comprise, ça ne va pas impacter mon projet. Et quel est le type de communication qu'on sollicite le plus et qu'on recommande dans la gestion de projet? Donc, quel est un client? On lui pose la question, qui on est? Il dit le client. Qu'est-ce que tu veux? Il dit qu'on n'en sait rien. Et c'est vrai, le client, il a un petit besoin, il se perd. Quand est-ce qu'on le veut? Hier. Et combien on est prêt à payer? Rien. Donc, le client, quand il s'agira de payer, il dit dirhams. Il y a un problème aussi qui se passe entre le chef de projet et son équipe. Est-ce que tu as appelé le client, par exemple? Tu as appelé ton collaborateur, etc. Il dit le mail. تقول له بصح si tu l'appelles c'est mieux يقول لك نزيد تبعت له ميل ولا تبعت له un texto un SMS يقول لك بصح il faut l'appeler يقول لك نزيد نبعت له un autre mail et vous avez constaté que lorsque vous envoyez une tonne de mails à une personne vous êtes directement blacklisté il n'y aura pas de réponse donc la communication la plus recommandée pour les management de projet c'est le face-to-face aller directement à la personne au bon moment bien sûr maintenant qui compte déjà réunion ce n'est pas le moment de discuter معاه. L'écoute active, quand vous faites votre présentation, soyez à l'écoute du client. N'interrompez pas le client. Laissez-le finir sa phrase. Qui comme la phrase dialogue, vous pouvez toujours rebondir sur ce qu'il a dit en commençant par la phrase. Si j'ai compris, si j'ai bien compris, vous voulez ça, ça, ça. Que vous êtes à l'écoute, il est à l'aise. La collaboration aussi. Donc, et pour le chef de projet, son équipe et le client, il n'y a pas une personne qui veut zapper l'autre ou là, qui veut se montrer parce que c'est des soucis qui arrivent quotidiennement dans les projets. Les gens ont tendance à se montrer devant le client ou là, il veut griller son camarade ou là, son collègue. Ce n'est pas le but. Quand on est face au client, c'est une seule équipe. Il y a des soucis internes, il ne faut pas que ça soit visible auprès du client. Le feedback, il faut toujours aller vers le client et demander son feedback. Vous avez livré une première version, mettre louche, le client il vous appelle. Et soyez proactif, prenez l'initiative. Appelez le client, est-ce que c'est bon? Vous arrivez à tester, vous avez eu le temps de tester, avez-vous besoin d'un support pour pouvoir tester, etc., etc. Donc, soyez déjà force de proposition, ayez un plus et une valeur ajoutée par rapport surtout à vos concurrents, aux personnes qui font la même chose que vous sur le marché.
Et pour connaître quel est le nombre de canaux de communication, il y a une formule toute simple. Dans un projet de 6 personnes, ou là, dans un projet de N personnes, le nombre de canaux de communication, c'est la formule HADI. Donc, sans pour autant chercher comment ils ont pu développer la formule. Donc, c'est N, c'est le nombre de personnes, fois N-1 divisé par 2. Donc, si on est dans un projet de 6 personnes, nous avons 15 canaux de communication. 15 canaux, واش معناتها toutes les personnes peuvent communiquer, je peux créer 15 relations et 15 canaux de communication. هذه فاش تفيدنا. Quand on est face au client, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs interlocuteurs. Il faut qu'il y ait un point de contact unique. On est par exemple, ça arrive souvent, dans un groupe WhatsApp, كاين un chef de projet, il y a l'équipe projet aussi معاه في WhatsApp et le client aussi dans WhatsApp. Au lieu que ce soit le chef de projet qui réponde aux questions, tu as même le développeur ou le testeur ou n'importe quelle personne qui va prendre l'initiative pour répondre. Le client il pose la question. C'est le chef de projet qui répond. Tu sera ambiguïté. Au départ, peut-être que ça ne va pas causer beaucoup de problèmes. Mais plus on se lance dans le projet, ça va créer des tensions. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus qui parle, qui répond, qui prend la décision. Donc, centraliser la communication auprès du chef de projet et puis l'équipe projet peut revenir chez le chef de projet et lui-même sera le porte-parole de son équipe. Porte-parole, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas rapporter ce qui a été dit, mais il faut qu'il soit diplomate. Il prend ce que l'équipe dit, il prend ce que dit et il prend ce que l'équipe dit. Donc, il compile, il regarde qu'est-ce qu'il faut remonter au client, qu'est-ce qu'il faut temporiser et quel est le bon moment pour discuter. Est-ce que c'est bon? Oui, oui. Alors, puisqu'on est en train de communiquer, donc certainement, on a affaire à des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les personnes qui sont dans le projet, que ce soit mes collègues dans l'entreprise, il y a un fournisseur, c'est le client, etc. Toute personne qui est impliquée dans le projet. Donc, on a le maître d'ouvrage, c'est les personnes physiques ou morales, donc une entreprise, responsable de la définition des objectifs du projet. Le maître d'œuvre, c'est les personnes physiques ou morales chargées de la réalisation. Vous, par exemple, vous êtes maître d'œuvre parce que c'est vous qui allez réaliser le projet. L'équipe projet, c'est toutes les personnes que vous allez intégrer dans le projet pour réaliser le livrable attendu par le client. On est sur un projet, on est en train de communiquer, tout se passe bien, فاهمين cahier des charges, on a agile, on a le backlog, on a sprint, etc. Quelles sont les contraintes que je peux rencontrer dans un projet? Réussir un projet est une question d'équilibre, c'est-à-dire il n'y a pas de recette magique. Il dit واحد يقول لكم هاوليك le guide, suivez-le, vous allez réussir le projet. ما كاش منها. Pourquoi? Parce que le projet va dépendre des personnes et des parties prenantes impliquées. Vous allez avoir affaire à des personnes très simples, des personnes compliquées, des personnes d'ancienne génération, des personnes qui ne comprennent pas beaucoup l'IT, des personnes qui ne sont pas très motivées par le projet. Donc, le chef de projet va être l'aiguilleur et c'est une question d'équilibre entre besoin du client, organisation interne et la réglementation et tous les changements qui peuvent impacter votre projet. Tout projet repose sur 3 contraintes. Le coût, le budget alloué au projet. Le délai, il y a la date d'échéance. Donc, quand est-ce que je dois livrer le projet? La qualité, c'est le degré de couverture de ce qui est attendu et de la qualité du produit, du service. Je vais livrer quelque chose, j'ai respecté le budget, j'ai respecté la date. Après, on dit la qualité. La qualité, pourquoi j'insiste? Je ne vais pas développer coût et délai parce qu'il y a d'autres formules et d'autres façons de les gérer. Par contre, j'insiste pour la qualité parce que entre nous, et peut-être même d'autres, عندنا l'idée تاع المهم تمشي المهم livrite المهم ما تديش هذه ça suffit pas. Il faut livrer quelque chose qui fonctionne et quelque chose de qualité, quelque chose qui va vous différencier d'autres. Donc ne soyez pas juste dans la précipitation اجري livrer. Mais au final, on va livrer quelque chose qui n'est pas de qualité. Après, le client, il va le constater. Il va directement comprendre qu'il y a un manque de sérieux et un manque d'engagement. Moi, j'insiste beaucoup sur quelque chose de qualité. pardon. Oui, oui. مي باه تجيب لي زاجون يخدموا معاك دو كاليتي يبقى ميسر لو تاعهم يجي ياسر. Et c'est ايماجين normal. تجيب دي مارشار تجيب Et c'est تجيب normal. سكرتير ساكوت شهر Mm. البروسيدور في الديبي C'est تاع البروجي. et c'est normal. Mais هدايا كاع حيدخل في لو كو تاعك انت quand tu vas faire ton offre راك تدخل كاع هاد لي charges pour estimer ton projet.
C'est des ressources auxquelles tu vas faire appel. Tu peux recruter même un consultant pour 2, 3 jours. دونك البرودوي فينال حيزيد في الكوتي اهو Et c'est normal. Ça وحيولي dépendra مش du coût. كونكورونسيال ولا مش اتراكتيف بزاف Là, là. Donc, justement, donc, هنا, هنا, c'est les techniques de négociation et les techniques d'estimation. نقدر, je peux, ça sert à rien de réduire le coût pour concurrencer d'autres, parce qu'au final, on va livrer quelque chose qui n'est pas de qualité. D'ailleurs, même donc, sur le marché local, تاعنا, sans pour autant citer des intégrateurs ou des entreprises, il y en a qui gagnent des marchés, parce qu'au final, ils livrent quelque chose qui n'est pas de qualité. بس l'information circule. Alors, au final, واش نقول je préfère payer plus et je suis sûre d'avoir un produit de qualité que de payer moins et je m'étale les bugs, les contrats de support, les contrats de maintenance interminables, etc. دونك سي ميو من الاول ننفستي في C'est لا كاليتي normal. Ah خير من oui. ننفستي في Oui. البري. داخله c'est des critères باش on définit le prix. Si par exemple أنا في le projet تاعي j'aurais besoin d'un consultant اللي حنجيبو أنا من la Belgique. Il va me coûter cher parce que je vais assurer son transport, son hébergement, etc. بصح أنا quand je vais exposer ça au client في l'estimation, il va te poser la question يقول لك pourquoi vous êtes plus cher que l'autre? Il faut avoir les arguments. ماشي زدت le prix parce que حبيت نزيد. بصح أنا كي داكور تسمى ان l'argument. بري جوستيفي ان بري Ah, جوستيفي c'est يعدي normal. تمام مش لازم C'est normal. انت دوكا ناخذ ليكزومبل تروح تشري باسكيت. Il y a des marques qui sont connues. مش حتجوستيفي لك هذيك تقول لك لا لا باسكو كي تكون تمشي رجلك حتكون كونفورتابل parce qu'il a fait ses preuves. وي Ils se sont tellement concentrés sur la qualité que ولات الناس تشري هذيك la chose sans pour autant réfléchir. Et pourtant c'est cher. Donc il faut argumenter pourquoi vous avez proposé ce prix. Et ça sert à rien de casser les prix parce que le marché est très réduit et les gens se connaissent. Donc l'information تمشي. Proposer quelque chose de moins cher pour livrer quelque chose qui n'est pas de bonne qualité, moi, je préfère payer plus pour avoir quelque chose de qualité. Donc, travailler sur la qualité, c'est comme travailler sur le produit final. دونك سي D'accord? ميو دانفستير في دي C'est زاجون دو normal. كاليتي وان برودوي دو كاليتي وزيد في البري تاعك خير هكا Et c'est بور لا normal. نحكي بور لا Eh, لونجيتي باش تقدر تعيش اكثر. mais bien sûr, ou même le client. Donc, أنا نجي نشري عليك, tu proposes un prix qui est cher. هنقول لك أنا pourquoi vous êtes cher par rapport à d'autres. هقول لك, j'ai eu des offres, c'est comme ça qu'ils font les échanges aussi. On a reçu une offre moins chère. بصح تما il faut argumenter parce que avec le moins cher ne veut pas dire qu'il est plus efficace. En même temps, même le moins cher ne veut pas dire que le plus cher خير منه. اه وي Donc, صارت دي فوا تكون موان شير donc ومليحه. c'est ça, voilà. Donc, il faut savoir argumenter. وهنا, c'est des compétences que le chef de projet et la personne, le commercial, il faut qu'il développe des techniques de négociation et de vente. Donc, le chef de projet, moi, je suis une personne qui est cadrée, يقعد غير في l'aspect تاعو يجير le projet كمل. لازم la négociation, لازم des soft skills à développer pour être un bon négociateur, pour gagner le marché avec. ان شاء D'accord? الله. Inch'Allah. ميرسي Ok, ميرسي. très bien. Alors, les contraintes dans un projet, maintenant, on va se focaliser sur la qualité. La qualité, c'est un des jeux majeurs pour toute entreprise offrant des services ou des produits à ses clients. Il y a une norme, la norme ISO 9001. Les deux éléments permettant d'évaluer une qualité d'organisation, c'est la production de produits-services de façon régulière. Donc, là, il existe tout le temps sur le marché. Ce n'est pas un produit qui disparaît. Et on a la satisfaction des clients. Et mal les réseaux sociaux actuellement, on n'a pas droit à l'erreur. Donc, vous avez constaté que sur les réseaux sociaux, l'information circule. Une personne qui achète une boîte de gâteaux, ou avec le gâteau, il est défectueux ou il a fait un défaut, hop, l'image arrive directement sur les réseaux sociaux. Et après, c'est la marque qui doit répliquer pour corriger son image. Là, c'est un problème de qualité. Pourquoi? On se lance rapidement en livre et on ne crée pas de la valeur et on ne se donne pas de l'importance au client. نعاودو نولوا l'aspect تاع المهم نليفري. Et selon IBM, le constructeur IBM, واش يقول, le coût de rectification d'une erreur détectée après la mise sur le marché est 4 à 5 fois supérieur à celui d'une erreur repérée pendant la conception. C'est-à-dire que qui نبدا corriger les erreurs تاعي progressivement. Je corrige ma qualité progressivement. Je vais consommer moins de coûts, je vais avoir moins de charges que lorsque je mets sur le marché et je corrige parce que ça sera forcément une refonte. D'accord? Après, c'est quoi la différence entre assurance qualité et contrôle qualité? L'assurance qualité, c'est une approche proactive. معناتها قبل ما نلحق le défaut, j'ai déjà des systèmes de management de qualité
qui vont me permettre d'avoir des process qui produisent un produit de qualité. Donc, c'est la prévention des défauts dans le process de fabrication. Donc, il y a l'approche Kaizen, il y a le Lean Management, etc. Hado, généralement, on les trouve dans les industries, mais aussi dans nos projets de développement et tout autre projet. Donc, l'assurance qualité, c'est des approches proactives. Le contrôle qualité, c'est une approche curative. C'est l'identification et correction des défauts du produit. Donc, quand je fais du contrôle de qualité, maintenant, je corrige le défaut que j'ai constaté. Mais quand je fais de l'assurance qualité, maintenant, une approche proactive, avant même que le défaut n'apparaisse. Quels sont les domaines d'application? Donc, me cache un domaine qui a de la qualité, qui se concentre, et pas un autre. Donc, on a les biens de consommation, développement de logiciels, développement web, produits manufacturés, projets industriels. Donc, il n'y a pas un domaine qui est exclu de la qualité. Si je prends un exemple d'un domaine d'application de la qualité, je peux prendre un site web. Ça nous arrive tous de nous connecter sur un site web. On veut chercher une information et dès que l'information ne la trouve pas. Hop, il y a les cookies. Il y a un formulaire compliqué à renseigner. Il y a des bugs. Il y a une navigation compliquée, c'est-à-dire que je n'arrive pas à voir où je dois cliquer. Il y a des pop-up qui s'affichent à chaque fois. Donc, en tant qu'utilisateur, je vais directement me connecter ou avec le site, je vais le blacklister. Les sites web qui veulent être captivants et attirent plus de visiteurs, c'est des sites web qui respectent un certain modèle, le VPTCS. Ils assurent la visibilité. Il y a des algorithmes, il y a d'autres astuces derrière. On va juste parler sommairement. La perception, les techniques, le contenu, le service. Quand je vais regrouper tout ça, c'est ce qu'on appelle user experience. C'est-à-dire que l'utilisateur, quel est son ressenti quand il va utiliser, quand il va consulter mon site web? Quand je vais me concentrer sur la perception, sur les techniques et sur le contenu, c'est user interface. Le client, il chauffe déjà au préalable. Je vais me connecter sur le site web. La première des choses que je vais regarder, c'est la page d'accueil du site, et l'harmonisation, les couleurs, la disposition des icônes, etc. Et pour le user experience, user interface, c'est des profils dédiés. C'est généralement des designers. Alors, user interface, c'est l'apparence finale du site web et l'interaction de l'utilisateur avec l'interface web. Donc, c'est un UI designer. Il crée des interfaces attrayantes, pratiques, intuitives, faciles d'utilisation. User experience, c'est le ressenti et la perception de l'utilisateur lorsqu'il consulte le site web. Le UX designer, c'est un profil aussi. Il fait la conception du site web centré sur l'utilisateur pour une expérience plus agréable possible. Qui introduit le site web avec, il ne faut pas qu'il soit compliqué. L'exemple des applications mobiles. Si moi, je suis développeur d'une application mobile, je ne vais pas développer une application mobile qui ne répond pas aux normes des autres applications. On utilise WhatsApp, Viber, toutes les applications qui sont dans nos téléphones. Je ne vais pas développer une application qui a les notifications à gauche alors que toutes les applications, les notifications à droite. Je ne vais pas développer une application qui fait le menu, alors que toutes les applications, le menu est visible. Donc, il y a un certain standard auquel il faut répondre. User interface, user experience, c'est des profils, c'est des designers, c'est des personnes qui travaillent beaucoup plus leurs soft skills. Ils font preuve d'empathie, c'est-à-dire qu'ils se mettent à la position du client, à la place du client, pour imaginer ce qu'il va ressentir quand il va utiliser l'outil. Il va s'ennuyer. C'est peut-être une application qui est destinée à des gens qui ne sont pas très à l'aise avec les outils informatiques ou les applications mobiles. Donc, l'application doit être très simple. C'est des personnes qui ne veulent pas lire beaucoup de texte, donc il faut que les boutons soient très intuitifs et placés au bon moment et au bon endroit. Après, on a les testeurs QA. Donc, vous avez certainement vu des personnes qui ont des profils, même sur LinkedIn, des profils de testeurs QA, Quality Assurance. Donc, c'est des spécialistes de la chasse des bugs. Il est garant de la qualité du produit avant sa mise en service. Je travaille sur un projet de développement. J'ai une équipe qui développe. La solution qu'il a développée ou la version qu'il a développée, je la mets à la disposition du client. Maintenant, le QA, il y a des entreprises qui recrutent des QA pour faire les tests, qui roulent le QA, c'est go, il va faire la présentation au client. Si le QA dit qu'il y a beaucoup de bugs, on ne fait pas de présentation au client.
Mais il y a des entreprises qui ne recrutent pas, qui se contentent des tests qui sont faits par les développeurs et qui font la présentation au client. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Tout dépendra de la taille de l'entreprise, de son budget et du projet lui-même. Est-ce qu'on fait, Sofiane, une petite pause ou là on enchaîne? Allô? On vous entend. Est-ce qu'on fait une petite pause ou là? J'ai demandé à Sofiane, ou là, est-ce que vous voulez qu'on continue comme ça? Pour le moment, ça va. Très bien. Et pour les Les autres? autres, je ne sais pas. Alors, je veux bien savoir, est-ce que تقدر on continue? Hein? تكملوا. انا درك ندخل دونك تقدروا تكملوا. عجبتني الفورماسيون. Ah, super, très bien. C'est des notions pratiques, وي c'est des notions qu'il faut avoir en tête. On va te calquer sur la vie quotidienne ou tu vas développer d'autres façons de faire parce que le terrain, il te propose de proposer autre chose. Il te pousse à مهما proposer autre chose. البروبليم اللي كنت تهضري عليه ماني ديجا عايشهم في C'est un لونتربريز. quotidien. C'est un quotidien. C'est un quotidien. Alors, mais là, on continue puisque je n'ai pas eu de nom et j'espère que les autres me suivent. Très bien. Alors, les techniques d'estimation, في الووترفول كيفاش on estime, في الagile كيفاش on estime. Alors, la méthode perte à 3 points. Le calcul d'estimation, on a fait le waterfall. Donc, on a fait la planification au préalable. Le client a dit, le projet, vous allez le réaliser en combien de temps? Moi, je suis face à une équipe de développeurs. Un des 3 développeurs, c'est les 3 personnes qui vont réaliser le projet. Donc, je vais dépendre de ces développeurs pour livrer la solution. Donc, je vais demander, Sabrina, l'estimation de la tâche. Je vais demander je vais prendre un nom au hasard, à Bilal de me faire une estimation et je vais demander à Brahim de me faire une estimation. Parce que les estimations, elles vont dépendre de ces personnes à qui j'ai demandé de faire l'estimation. Donc, la méthode 3 pertes, ou je dire, plutôt 3 points pertes, elle prend en considération l'estimation qui est faite sur 3 critères. Alors, most likely, maintenant, la plus probable. L'estimation optimiste, maintenant, selon le meilleur scénario. Et l'estimation pessimiste, c'est l'estimation du pire scénario. Donc, si moi, je veux réaliser un formulaire d'authentification, moi, je vais le réaliser, most likely, en 2 jours. Et il dit, Akram, je vais le faire en un jour. Il dit, l'autre, je vais le faire en كده. Donc, je vais prendre la réalisation most likely, optimistique, pessimiste, et l'optimiste plus 4 fois le most likely, plus le pessimiste sur 6. Donc, si la tâche, elle va prendre tant de jours pour chacun, moi, je vais devoir trouver l'estimation qui match et qui couvre l'ensemble des paramètres pour estimer la tâche et je fais l'estimation. Ça, sachez que l'estimation, ce n'est pas ce que vous allez communiquer au client parce qu'il y a toujours des risques, il y a toujours des imprévus. La personne qui a participé à l'estimation peut quitter le projet à n'importe quel moment, peut tomber malade à n'importe quel moment. Le chef de projet lui-même qui a participé peut quitter l'entreprise. La réglementation sur laquelle on s'est basé pour faire cette estimation ou les données sur lesquelles on s'est basé peuvent changer aussi. Donc, une marge de risque est toujours autorisée, il faut l'ajouter dans votre estimation. Donc, vous avez une estimation réelle, Zidoulha une marge de risque pour la communiquer au client. On a les méthodes top-down ou la bottom-up. C'est diviser le projet en plusieurs phases en fonction de l'organisation des tâches de votre projet. On va voir un exemple concret. Donc, بالك سمعتوا le mot WBS, Work Breakdown Structure. سمعتوا certainement le diagramme de Gantt. سمعتوا le découpage des livrables par phase. Donc, tout ça, c'est les méthodes d'estimation top-down ou la bottom-up. Top-down, donc نبدأ من الفوق ونهبط, ou la bottom-up نبدأ من التحت ونطلع. Si je prends l'exemple de ce vélo, donc le vélo fait plusieurs composantes, fait le frein, fait le verre de frein, fait la roue, fait le cadre, fait هادوكا. Moi, si je suis une usine qui va fabriquer le vélo, je vais décortiquer chaque livrable, des livrables, je vais les décortiquer pour savoir combien de temps j'aurai besoin pour livrer le vélo. Si je le décortique, je vais avoir ça. Donc, le vélo fait
montage du cadre, montage du pédalier, montage des roues, etc. Le montage du cadre fait soudure du cadre, fait montage de fait égal les étapes. Donc ça, c'est le WBS. Work Breakdown Structure. C'est la structure de toutes les activités du vélo. Yes? Si je décortique en bed le cadre, montage du cadre, هاوليك. Donc, عنده les sous-tâches, on bed même la soudure elle-même عندها des sous-tâches. Je vais acheter un tube, je vais peut-être recruter, je vais acheter un tube de tata. Donc, tout ça, c'est des sous-tâches de la soudure. Après chaque tâche, comme vous le voyez ici, عندها le nombre de jours تاعها. هذه فيها 2 jours, هذه فيها 1 jour, هذه فيها, etc. Donc, je peux commencer le bas vers le haut, comme je peux commencer le haut vers le bas. La plus recommandée, c'est du bas vers le haut. Ou sinon, elle prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il faudra décortiquer كلش. Il faudra partir de la sous-tâche حتى نلحقوا la tâche principale, le livrable final. Une fois que j'ai toute l'estimation, je vais constituer mon diagramme de Gantt. Diagramme de Gantt, selon l'estimation que j'ai faite, je peux avoir une date début, date fin de chaque tâche. Donc, je vais les mettre là. Je vais mettre le nombre, bon, le nombre de jours. Si on utilise un outil, c'est calculable automatiquement. Je peux le faire sur Excel si je n'ai pas d'outil. Ça va prendre plus de temps, mais je peux le faire. Donc, ça ne nous empêche pas de suivre, de créer notre diagramme de Gantt. L'utilité de ce diagramme, c'est qu'au départ, vous voyez les tâches comme elles sont bien organisées, etc. Quand vous voyez le diagramme de Gantt, vous allez constater qu'il y a des tâches qui sont en décalage, mais finalement qui peuvent se faire en même temps, qui peuvent se faire parallèlement. Du coup, vous allez réajuster votre diagramme pour créer un planning plus réaliste. Par exemple, je peux installer une application, ou là, je peux pour installer par exemple une application, j'ai besoin d'un serveur. Le serveur fait des spécificités techniques. Je ne suis pas obligé d'attendre le serveur pour commencer le développement. Donc, je peux développer et le serveur là où j'ai. Donc, le diagramme de Gantt, je vais constater qu'il y a certaines tâches qui peuvent se faire parallèlement. Il y a certaines tâches qui sont redondantes, voilà, que je peux impliquer dans une autre tâche. Il y a une personne qui va intervenir? La version الاولى تاع le diagramme de Gantt ماشي يكون optimisé. Quelles les méthodes pour Ça, optimiser? voilà, exactement. Donc, Hadia, c'est juste une image de ce qu'on a décortiqué. Ouais. On va le réajuster. Donc, il y a les tâches qui sont redondantes, des tâches qui normalement ne prennent autant de temps. Parce que là, mais هنايا, ce qu'on dit maintenant, actuellement, il y a des outils qui permettent d'aider le chef de projet à faire une bonne estimation sur ça. Avant, ce n'était pas aussi sophistiqué, alors que même avec MS Project, on pouvait faire ça. Mais maintenant, il y a des outils plus sophistiqués qui permettent de manipuler et de créer des diagrammes aussi bien avancés en prenant en compte les risques et toutes les contraintes qui peuvent surgir tout au long du projet. Maintenant, on arrive à l'estimation agile. Agile, on n'est pas obligé d'avoir une idée globale du projet où tous les détails, on va adapter, on va corriger au fil de l'eau. Ce qu'il faut retenir dans les approches agiles, le point commun à toutes les méthodes d'estimation agile, c'est qu'elles sont basées sur la collaboration. Alors, on a équipe agile, équipe qui travaille avec Scrum. Il n'y a pas un développeur qui va dire que moi, je vais faire kherm l'autre, ou l'autre, il est lent, ou l'autre, il ne veut pas apprendre, ou l'autre. Donc, toutes ces remarques, elles sont pas à leur place. Pourquoi? Parce qu'on travaille en collaboration. Maintenant, s'il y a des soucis entre personnes, entre collaborateurs, là, c'est le rôle du chef de projet pour jouer l'équilibrage et pour trouver la faille et pour trouver pourquoi il y a ce déséquilibre. La responsabilité de l'estimation est également partagée entre tous les membres de l'équipe. Quand on fait une estimation, quand on travaille avec une approche agile, la tâche que Hamza a évaluée, 2 jours, si moi je la prends aussi, ça devrait prendre aussi 2 jours. Parce qu'on tient compte de l'expertise et du niveau d'expérience du développeur. Donc, ce n'est pas une tâche qui m'est dédiée à moi, mais puisqu'on travaille en équipe, moi, je peux prendre la tâche, je peux la faire rapidement, oui,
Quand je fais son estimation, je tiens compte du niveau de toute l'équipe du projet. Si l'estimation est incorrecte, c'est toute l'équipe qui est responsable. Donc, quand vous êtes face au client, quand vous êtes face au chef de projet, n'allez pas désigner du doigt la personne qui s'est trompée. Donc, Rana guerre, une seule équipe. S'il y a un pépin, c'est tout le monde qui est concerné sans pour autant désigner les personnes ou la citer les noms, etc. Une estimation agile ne sera jamais exprimée en jour 1, puisqu'on va estimer la complexité de la réalisation d'une tâche. Donc, contrairement à l'approche waterfall, donc on va dire que telle tâche va nécessiter tant de jours. Par contre, agile, non, on va estimer la complexité de la tâche. Comment on va l'estimer? La complexité à réaliser une tâche sera mesurée grâce à une unité qualitative. Généralement, c'est un nombre de points. On estime une difficulté en nombre de points en se basant sur des références. Dans ce cas-là, on va se poser la question, comment je vais faire? Puisque dans le waterfall, j'estime en nombre de jours, là, je vais mettre une seule unité qualitative qui représente la complexité de la tâche et non pas le nombre de jours. La méthode la plus utilisée, c'est Planning Poker. Le Planning Poker, c'est une méthode d'estimation plus répandue dans Scrum. On est tous une équipe projet, nous utilisons des cartes, les ferons les valeurs, 0, 1, 2, 3, etc. La suite, on l'appelle la suite de Fibonacci. Qui va 0 plus 1, c'est 1 plus 1, c'est 2 plus 1, c'est 3, la somme تعطينا 5, etc., etc. Donc, c'est la suite de Fibonacci. C'est des cartes qui ont les numéros. Les valeurs représentent les estimations en nombre de points. Les valeurs faibles correspondent aux tâches les plus simples. C'est-à-dire que si on est en face d'une tâche à estimer, on va dire que la tâche est très très simple. Si je mets un 2, ça ne veut pas dire que je vais prendre 2 jours, mais c'est une tâche qui est très très simple. Si je mets 1 également, si je mets 0, maintenant, soit je ne l'ai pas comprise, soit c'est une tâche qui n'a pas de sens dans le produit. Chaque fonctionnalité est présentée. Chaque participant au planning poker peut voter. On a un product backlog. Fait toutes les user stories. On va dérouler la user story là. Moi, en tant que pêcheur, je veux avoir accès à ça, je peux pouvoir faire ça. On va l'exposer, on va l'expliquer. Product owner va expliquer que la user story, elle n'est pas claire. L'équipe projet va faire son estimation selon les cartes qu'elle a. Après, il y aura un débat. Tout le monde il propose sa carte et on va dire, il propose peut-être qu'il a 13, peut-être qu'il n'a pas bien compris, peut-être que ça, elle est compliquée, les autres ne l'ont pas réellement bien estimé. Donc, les cartes sont posées face, cachées de façon à ce que chaque personne ne sache pas qui vote quoi. Si un consensus n'est pas trouvé, chacun peut discuter de nouveau la fonctionnalité. Pourquoi moi je l'ai estimé à 5, l'autre il a estimé à 8, pourquoi à 5, etc. Le vote et discussion s'enchaînent jusqu'à ce qu'une majorité se décide sur l'estimation. Donc, vous l'avez compris déjà, c'est une réunion qui prend du temps, surtout quand on a des user stories compliqués. Si on a des user stories simples, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais tout dépendra du projet en lui-même. Le planning poker, bon, peut-être que Bekri can le dire avec des cartes physiques, etc. Mais maintenant, on peut le faire à travers des outils qui sont dans le web. Donc, le site Scrum Poker Online, on va le voir tout à l'heure, c'est un site qui va nous proposer les cartes. On va s'authentifier en tant qu'équipe projet. Chacun de nous va voter de façon anonyme. Ce n'est pas vraiment anonyme, il va voter. On va retourner les cartes. Après, moi, je vais justifier pourquoi j'ai mis 3. Hamza peut justifier pourquoi il a mis 1. L'autre qui a mis 14 parce que, etc. Et puis, on va échanger. Peut-être qu'on a mal estimé, peut-être que la tâche n'est pas très, très claire. Et le product owner va prendre l'explication, va prendre le relais pour dire que voilà, voilà, voilà. Et on refait l'estimation. Donc, vous avez compris, Naya, on ne va pas estimer le nombre de jours, mais on va estimer la complexité de la tâche. La même logique qui est dans le planning poker est utilisée dans la méthode T-shirt sizes. Les t-shirts, les vêtements, on a les tailles XS, S, M, L, XL, XL, etc. C'est la même chose. Donc, les tâches qui sont simples, on va les associer à XS, S, etc. Donc, particulièrement adaptées pour traiter rapidement un grand nombre de fonctionnalités, les catégories utilisées sont des tailles de t-shirt. Les catégories XS vont contenir des fonctionnalités simples à réaliser. XL contiendra les plus complexes. Donc, la logique le poker, c'est la même chose que ce qui est ici. Maintenant, la méthode affinité mapping, c'est des fonctionnalités qui sont regroupées par affinité. On a des fonctionnalités qui se ressemblent, je peux les regrouper pour dire que l'ensemble des fonctionnalités qui se ressemblent vont demander
le nombre de points. Donc, elles présentent des similarités entre elles qui doivent être évaluées. Cette méthode d'estimation est plutôt adaptée à un petit nombre de fonctionnalités, entre 20 et 50. Vous l'avez deviné, qui qu'on a بزاف user story, on ne peut pas les mettre en affinité mapping parce qu'on a beaucoup, mais quand on a un nombre assez considérable, donc un peu 20 à 50 user story, on peut faire cette estimation à travers un mapping par affinité. Yes. On poursuit. Oui. Très bien. Alors, maintenant, on va parler de vélocité. Qu'est-ce que la vélocité? Donc, on va prendre une définition générale. C'est une notion physique établissant un lien entre une vitesse et une direction. Exprime communément la rapidité d'exécution. Donc, c'est une relation entre vitesse et direction. Et dans l'approche agile, ou dans l'environnement agile, le concept de vélocité est utilisé pour mesurer la quantité de travail qui peut être accompli sur une période de temps donnée. Donc, la quantité de travail, la quantité de tâches qu'on a réalisées durant le sprint, c'est ce qu'on appelle vélocité. Donc, c'est le calcul de la quantité de travail réel d'une équipe peut être effectué au cours d'un seul sprint. Donc, faites le sprint. La quantité de user story que j'ai réalisée, c'est elle qui va constituer ma vélocité. Concrètement, le product owner, par exemple, il va mettre dans le product backlog toutes ces user stories. L'équipe de développement attribue à chaque fonctionnalité du sprint un certain nombre de points, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ces points représentent à la fois la complexité et la durée de réalisation. ما حاش نقول نديرها en 2-3 jours, mais هذاك le point fait la complexité et la durée. Ça sans pour autant dire que ça va prendre 2 heures ou 3 heures ou 4 heures. La vélocité de l'équipe de développement est calculée à l'issue du sprint. Donc, ce n'est pas pendant le sprint que je calcule, mais qui commence le sprint, je vais faire le calcul. Maintenant, il y a des outils qui permettent d'extraire de la donnée directement. Donc, je vais calculer la vélocité. Je vais savoir que mon équipe, durant le sprint, elle a pu réaliser tant nombre de points. Si on prend une équipe qui réalise une fonctionnalité à 5 points, 3 fonctionnalités à 3 points, 2 fonctionnalités avec 1 point, il reste une fonctionnalité avec 3 points en cours de réalisation. Ce qu'avait dit votre collègue tout à l'heure, il y a une tâche qui n'a pas été terminée, donc elle en stand-by, c'est une dette pour les sprints suivants. La vélocité, comment elle se calcule? Donc c'est 5, donc c'est la première fonctionnalité, plus 3 fois le nombre de fonctionnalités que j'ai faites, plus 2 fois le nombre de fonctionnalités 1. Alors, le dernier à 3 points n'est pas pris en compte puisqu'il n'est pas terminé. Donc, moi, je dérape la vélocité. Donc, la vélocité de mon équipe durant le sprint, c'est 16. Une chose importante à retenir pour la vélocité. C'est un indicateur destiné uniquement à l'équipe de développement et éventuellement le product owner. C'est-à-dire, ce n'est pas une information à divulguer aux clients. La mise en concurrence de plusieurs équipes est fortement déconseillée. Je peux être un chef de projet, j'ai une équipe qui travaille sur une partie du projet et j'ai une autre équipe qui travaille sur une autre partie du projet. Donc, la vélocité de l'équipe A ne va pas être forcément égale à la vélocité de l'équipe B. واحدة فيهم تقدر تكون plus, واحدة تقدر تكون moins. Mettre en concurrence les deux équipes est fortement déconseillé. Pourquoi? Parce que le but TANA, c'est de valoriser et se concentrer sur l'expérience et la satisfaction de l'utilisateur plus que la quantité de fonctionnalités livrées. Et si vous voulez la vélocité dans les méthodes Scrum et le cadre de travail Scrum, on n'y donne pas trop d'importance parce que ça crée plus de tension. Un chef de projet qui vient discuter avec son équipe, la vélocité de l'autre fois était meilleure que la vélocité de le sprint. Moi, je trouve que déjà, ça crée une certaine tension avec l'équipe. Même s'il y a une baisse, il faut chercher pourquoi il y a une baisse. Au lieu d'aller vers l'équipe pour lui dire qu'il y a une baisse, il faut plutôt analyser la situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une baisse? Peut-être que l'équipe avant, elle basculait les livrables.
Peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas en forme pour livrer. Peut-être qu'il y a des problèmes entre les équipes. Peut-être que le besoin n'est pas très clair. Peut-être que les outils ne sont pas mis à la disposition. Donc, juger selon la vélocité, ce n'est pas forcément un critère de performance. Est-ce qu'on est bon? De commentaires, je vais juste regarder. Oui, oui, oui. Yes. Alors, le backlog grooming, comme vous voyez, il y a des ciseaux, il y a Euh, des broches. Oui. j'ai une question. Mhm. قلت لنا باللي parfois les équipes ne doivent pas savoir ça, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça change d'un métier à un autre? Par exemple, si c'est C'est un pas métier où l'équipe. C'est pas l'équipe, c'est le client. le client, Hmm. d'accord. Mais ماشي les l'équipe. équipes, Ah oui, bien sûr. Parce voilà, que c'est un repère, c'est un indicateur pour l'équipe interne. de اللي كيان- performance. Ah oui, de performance interne, Oui, c'est-à-dire que je ne vais pas juger. Je ne vais pas venir vers la personne pour la dernière fois, le sprinter, comme il était top, vous avez une bonne vélocité, ou donc ce n'est pas comme ça qu'on juge parce que ça crée des tensions mais avec l'équipe. Non. C'est-à-dire que je peux, à travers cet indicateur, comprendre l'avancement du projet. Peut-être qu'il y a des problèmes de compréhension du besoin. Il y a des ressources qui ne sont pas impliquées. Il y a des personnes qui sont démotivées. Il y a des personnes qui nécessitent des formations. Donc, mm, c'est un indicateur. Ça, je ne vais pas le communiquer au client. Mais je peux l'oublier la dernière fois, c'est vélocité. sûr. كانت Oui, تاعو. Ah, merci. de rien. Le backlog grooming. Alors, qu'est-ce que le backlog grooming? C'est revoir régulièrement les priorités de lancement du produit tout en ayant la capacité de modifier les idées en cours. Donc, là, quand on va constituer le backlog product, عندنا في بزاف les informations, donne plusieurs user stories. بصح كما قلنا, l'appétit vient en mangeant. Plus on présente au client, plus les besoins vont changer. Donc, il y a des user stories qu'il avait créés en amont qui sont plus d'actualité. C'est des user stories obsolètes. Donc, لازم نحوهم. Le fait de faire ce nettoyage, c'est ce qu'on appelle le backlog grooming. Donc, qui va le faire? C'est le PO, Product Owner, seul ou en collaboration avec le Scrum Master équipe projet, puisqu'on a la collaboration, elle est fortement recommandée. Donc, le Scrum Master peut assister, l'équipe projet aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer les user stories qui ne sont plus pertinentes ou d'actualité. Il va ajouter de nouvelles user stories adaptées aux besoins. Il va segmenter les user stories trop volumineuses ou complexes afin de les gérer plus facilement et rapidement. Il va redéfinir les priorités pour le prochain sprint. Peut-être que quelqu'un de user story, il l'a priorisé. Finalement, ce n'est plus une priorité parce que donné un changement la dernière fois qui va impacter l'ordre de ses priorités. Donc, ça arrive souvent chez des développeurs. Par exemple, si on entre dans l'outil Jira, le backlog تاعهم, il est super lent. Parmi la liste, peut-être qu'on va trouver 5 ou 6 user stories à prendre. Pourquoi? Parce que le PO n'a pas fait réellement son travail pour faire le grooming. Le grooming, il peut être fait par le PO. Le Scrum Master, le chef de projet, peut être un facilitateur pour ça, pour alerter le PO qui peut être pris par d'autres tâches, pour lui dire que prenons le temps maintenant d'affiner et de revoir toutes les user stories pour ne garder que celles qui créent de la valeur et celles qui sont importantes pour le produit final. Une épique. Une épique, c'est une collection de user stories. Ces user stories sont liées les unes aux autres et se combinent pour former une grande histoire. Moi, j'ai une tâche qu'avait dit tout à l'heure un de vos collègues. Donc, une tâche كبيرة ما لحقناش نليفريوها on n'a pas pu la démontrer في le sprint. Il y a deux causes. Soit on l'a sous-estimée, soit c'est une épique, c'est-à-dire que c'est une tâche, c'est une user story très, très compliquée qu'il fallait décortiquer en sous-user story ou sous-tâche et sous-task. D'accord? C'est le product owner qui est responsable de la rédaction des épiques en collaboration avec toutes les principales parties prenantes, donc le client, l'investisseur, pour s'assurer qu'il répond aux besoins requis. Une épique ne peut pas être terminée en une seule itération. Elle est livrée en plusieurs itérations, en plusieurs sprints. Definition of done. Donc là, on est en train de réaliser, on a fait la démonstration. Comment je saurai que ce que je vais démontrer, que ce que j'ai délivré répond à ce que le client attend? C'est ce qu'on appelle definition of done. Definition of done, c'est une liste de critères à vérifier pour voir, pour être sûr que la user story ou le ticket a été vraiment terminé. C'est un prérequis important pour atteindre l'exigence du client. Une fonctionnalité qui ne respecte pas la definition of done
c'est une user story à ne pas présenter lors de la démo. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. User story qui est incomplète, je ne vais pas faire la démonstration devant le client. Déjà, quand il va sentir cette animation, déjà, il commence à s'ennuyer. Il va imaginer le pire pour son projet. Donc, on ne présente que ce qui est done. Qui définit les critères de done, c'est le PO, principalement, mais il peut le faire avec le Scrum Master et éventuellement l'équipe projet, parce que c'est une discussion qui se fait conjointement. Et si je veux prendre quelques définitions done, moi, quand je vais livrer quelque chose au client, une fonctionnalité, je peux toujours accompagner mes développements. Si je n'ai pas de QA, mais je suis une personne qui va faire les tests, moi, je vais scanner mon code avec des outils. Maintenant, il y a des outils open source, il y a des outils qui sont payants aussi, qui nous aident à développer de bonnes solutions. SonarQube, par exemple, permet de s'assurer que le code source تاعنا me fait des code smells, me fait des mauvaises pratiques dans le code. Donc, il va analyser le code et il fait sortir la mauvaise pratique ou il applique la solution تاعها. Les critères d'acceptation de la user story sont tous validés. Moi, si je dis que je suis un pêcheur, نحب كي نروح la mer, je fais telle action. Donc, les actions que je dois faire, il faut que ce que vous m'avez livré réponde à ces exigences. Donc, les critères d'acceptation, je n'accepte pas le livrable tant que ça ne répond pas à ce que j'ai dit. Les différents tests ont été finalisés et acceptés par les acteurs de la qualité. Donc, si on a un QA et PO, bien sûr, et les développeurs. Donc, développeurs ont développé, ils l'ont mis à la disposition du QA qui a testé et le product owner, il dit que réellement, ça répond à ce qui était attendu. La documentation, dans le cas où elle est demandée, elle a été mise à jour. Ça ne sert à rien de livrer un guide d'utilisation fait des captures anciennes, alors que les captures ont été modifiées tout au long du projet. Il y a plusieurs prestataires, fournisseurs, développeurs, ils mettent des guides, alors que la capture, l'écran qui ne correspond pas à l'écran actuel de l'application. Après, quand le client va remonter, le prestataire va répondre oui, parce que maintenant, on n'a pas changé la capture. Peut-être la qualité et l'engagement du prestataire. Les maquettes graphiques sont respectées. Il y a des applications, il y a des projets qui nécessitent une partie design en amont du développement. C'est-à-dire, je fais la conception graphique, je la fais valider par le client, en bête, je commence la réalisation. Donc, si moi, je commence la réalisation, le client avait validé des maquettes, ou donc les maquettes, elles ne sont pas reproduites pour la réalisation. Donc, il y a un gap, il y a un décalage. Il faut que ça soit respecté tel que ça a été présenté et validé par le client. En plus, livré sur un environnement stable de test. Moi, quand je mets à la disposition du client le produit pour test, je vais le livrer sur un serveur qui a les mêmes performances ou presque que l'environnement de production d'IA. Ça ne sert à rien de faire des tests sur un environnement. Après, quand il se passe lancer la prod, il sera des bugs. On va se dire là, parce que l'environnement de production il n'est pas identique les tests, parce que parce que, et c'est des débats interminables. Donc, avant de mettre à disposition du client, il y a un aspect technique dont il faut tenir compte. Quels sont les paramètres techniques? Quel est l'environnement technique qu'il faut mettre à disposition? Et les deux environnements doivent être identiques. Il y a des certificats à installer, il y a des logiciels à installer, il y a des prérequis, il faut les faire. Le client va tester les tests, qui aura la prod, il va y passer smoothly, il n'y a aucun problème, sauf éventuellement un ou deux, mais ce n'est pas problématique. OK? Vous avez compris maintenant que l'Agile Waterfall, quelle que soit l'approche qu'on va utiliser, le chef de projet, le maestro, l'orchestre, le chef d'orchestre, le minuteur, le chroniqueur, l'animateur, le conférence, il fait tout ça, il fait beaucoup de communication. Ça nécessite des compétences techniques, des compétences métiers, mais il y a aussi beaucoup de compétences complémentaires. Je dirais que les compétences, les hard skills qu'il faut maîtriser, c'est une d'entre elles, c'est Framework Scrum. La capacité à s'approprier le métier du sponsor. Moi, quand je suis en face du client, je connais l'approche ou le framework Scrum, je sais l'utiliser, je sais les cérémonies, je sais l'aspect, etc. Je suis face à un client qui parle d'une problématique qui maintenant dans votre contexte ou dans un autre contexte. Appropriez-vous le sujet. Soyez vous-même en bas de l'interlocuteur du client. C'est-à-dire, ne prenez pas la tâche, la tâche top exécution. Je fais robotiser, non, c'est pas ça. Donc, il faut mettre en avant vos compétences et mettre en avant votre intérêt pour le sujet.
Le Scrum Planning, Scrum Poker, Burnout Chart, c'est des notions qu'on peut utiliser pour le Scrum. Donc, on pourra les développer ultérieurement. L'Agile, c'est quoi? User Story, c'est quoi? Base de données, c'est quoi? Bonne pratique, c'est quoi? Definition of done, c'est quoi? C'est bien de les connaître. Background technique peut être un atout précieux, mais n'est pas un prérequis pour le rôle. Si je suis chef de projet, je ne suis pas forcément obligée d'être experte techniquement sur le sujet, mais j'ai d'autres compétences de management, d'autres compétences de visionnaire que je dois adopter pour faire dérouler le projet. Les soft skills sont les compétences qu'il faudra développer encore plus, parce que techniquement, vous êtes tous habilités à développer une solution, soit parce que vous avez fait un cursus universitaire qui colle avec ce qui est demandé, vous avez fait des formations complémentaires pour ça, etc. Donc techniquement, vous avez le background. Ce qui va manquer, ce qui va être complété, c'est les compétences qu'on n'acquiert pas dans des écoles ou là, dans des formations ou là, c'est les soft skills. Soft skills, maintenant, il faut être pédagogue. Donc, il faut savoir déjà illustrer le besoin, tu par un point A et vous arrivez au point B pour ne pas perdre le fil conducteur. L'empathie, mettez-vous à la place du client. Le client, s'il demande quelque chose et vous-même, vous sentez que vous n'allez pas le prendre en charge, n'allez pas critiquer le besoin, prenez-le, reformulez-le et exprimez et expliquez pourquoi vous allez le prendre ou pas. Diplomate. Donc, si vous voulez rejeter quelque chose, n'allez pas crier devant le client d'une façon très agressive. Et généralement, dans des groupes de projets, il y a une personne il y a une personne qui parle moins, il y a une personne qui s'emporte le plus. La personne a dit qu'il ne faut pas qu'elle soit le front. Techniquement, elle est là, elle travaille, ok, mais ça, il ne faut pas que ce soit elle qui est au front du client. Donc, le chef de projet, c'est une personne qui a l'aspect diplomatique. Servant leader, donc c'est une personne qui est au service de l'équipe. Aucun complexe pour ça. C'est une personne qui va tout faire pour que le projet se réalise correctement. Donc, s'il faut réunir les gens, les inviter à manger ou les aider à débarrasser la table ou à organiser une salle de réunion, aucun complexe pour ça parce qu'on a un seul target, c'est livrer la solution et le produit. L'intelligence émotionnelle, moi, je vous conseille de développer les compétences parce que vous en avez besoin, parce que vous allez faire face à des humains. Ou les humains, il est issu d'une culture, d'un monde de travail particulier, j'ai l'expérience d'où est-ce qu'il est, son environnement, peut-être qu'une personne préfère travailler le soir, une autre personne travaille le matin. هادو مجال nécessite une certaine intelligence émotionnelle qui va vous permettre de maîtriser vos émotions et maîtriser les émotions des autres. Donc déjà لازم انت تعرف روحك quand est-ce que ولا انت تعرف روحك quand est-ce que tu vas aller chez le client. إذا كان le chef de projet il n'est pas d'humeur pour organiser une réunion maintenant ou là le client il n'est pas en forme pour accepter par exemple un rejet d'une demande de changement ou là il faudra trouver le moment pour en discuter. Il faut pas aller brusquement vers les gens. Donc connaître ses émotions et les émotions de son client. Les indicateurs de performance et quelques outils. Donc, la mesure du succès est basée sur l'effort d'une équipe. Donc, n'allons pas juger personne par personne. Si le produit échoue, c'est toute l'équipe qui échoue, ainsi que tous les membres de cette équipe. Les indicateurs de performance agile mesurent la progression du projet et se concentrent sur la façon dont le travail est effectué. Les personnes. Exemple d'indicateur, j'ai mis en rouge la vélocité, c'est le nombre de user stories accomplis dans un sprint. Comme je l'ai dit, c'est un critère, ça c'est un critère qui crée beaucoup de tension entre les équipes. Moi, je le mettrai en rouge. D'ailleurs, même les prochaines versions, ils ne sont pas trop focus sur ça. C'est bien de l'avoir juste pour avoir le niveau et l'évolution de l'équipe, mais ça, ce n'est pas un critère, ce n'est pas un indicateur de performance. Le burn-down chart, c'est le nombre de user stories restants avant la fin du sprint. Donc, il y a des outils qui nous permettent de dire le nombre de user stories qui manque, qui reste pour la fin du sprint. Le burn-out, c'est l'avancement du travail réalisé par rapport à la globalité du projet. Donc, voilà ce qui reste pour livrer le projet. Parmi les outils, donc il y a le tableau déjà Kanban. Le tableau Kanban, la plupart des outils se l'ont inspiré. Pourquoi? Parce que fait des colonnes. Une colonne fera à faire, une colonne fera en cours, une colonne fera en vue ou là in progress ou là en test. De toute façon, on peut toujours personnaliser. Moi-même, j'ai personnalisé mon tableau pour avoir plusieurs colonnes de telle sorte que quand le développeur finit sa tâche, à faire, il a basculé en cours, donc il a commencé. En bas, je rajoute une phase pour test, c'est-à-dire que le testeur
qui يشوف هذيك la colonne pour test, il sait déjà que هذه les fonctionnalités testables. Si lui juge que هذيك la fonctionnalité elle est OK, donc il va la mettre dans done. Si juge qu'elle n'est pas correctement faite, يرجعها KO تعاود تولي à faire. Après, il y a une discussion entre le QA et la personne qui a diagnostiqué le bug et le développeur, etc. Donc, il y a plusieurs outils. Il y a Jira, il y a Trello. Il y a l'espace Confluence aussi. C'est un espace aussi de la même entreprise Jira. C'est un espace qui permet de partager de la documentation. Ce qui est bien, c'est qu'il est interactif. C'est-à-dire, si moi, je partage un document dans Confluence, je peux taguer un de mes membres, un des équipes dans le projet. Je vais le taguer, il va répondre et on a toute la traçabilité de tous les échanges qui ont eu lieu sur le document. ClickUp, yes. OK, même ClickUp aussi. Il y a plusieurs outils à l'école. C'est pour ça que j'ai dit, avant, on pouvait faire ça avec les fichiers Excel, ce n'était pas sophistiqué, mais maintenant, il y a des outils. Et surtout, quand on a beaucoup de tâches et un bon suivi à faire, bien sûr qu'il faut s'équiper d'outils qui nous aident à faire ça. Quelles sont les certifications que je vous recommande de faire? Alors, moi-même, je suis certifiée de l'Institut Project Management Institute. Alors, c'est un institut qui propose plusieurs certifications basées sur les différents standards. Si moi, je suis chef de projet, j'ai déjà un portefeuille projet, je veux me certifier. La certification PMP exige minimum 3 ans d'expérience pratique. Pourquoi? Parce que la certif va nous mettre en situation de projet déjà piloté. Donc, les qu'on a un background. Si je suis une personne qui n'a jamais piloté de projet et je veux m'initier à ça, je peux faire la certification CAPM qui ne nécessite aucune expérience professionnelle dans le management de projet. Ces 2 certifications sont basées sur le PMBOK, donc c'est un guide qui a été élaboré par des experts en management de projet. Donc les experts en management de projet issus de différents pays, différentes expériences, différentes cultures, mettent en place un guide. Le guide, il est accessible pour les gens qui sont membres de l'Institut PMI. Les personnes qui sont certifiées se basent sur ce guide pour avoir les bonnes pratiques. Maintenant, donc les bonnes pratiques, les situations, les scénarios, c'est des situations qu'on a déjà vécues, comme c'est des situations que je vais hériter d'un vécu d'une personne experte qui a partagé l'information. Et si je veux me certifier Scrum, ce n'est pas forcément délivré par PMI, il y a un autre institut, Scrum, qui valide et certifie les bonnes connaissances et la maîtrise de Scrum. Ou l'institut aussi, a d'autres certifications, P au niveau 1, niveau 2, niveau 3, Scrum Master, etc., etc. Donc, si vous voulez vous étaler dans ces certifications, il y a toujours moyen de développer vos compétences. C'est bien de se certifier. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de parler le langage commun à tous les chefs de projet dans le monde. C'est de connaître les bonnes pratiques et d'être à jour avec toutes les nouvelles astuces qui se créent. On est en train de travailler sur des projets qui changent. La complexité humaine et technique entre en jeu. Donc, c'est bien d'avoir le background et tous ces outils pour être un bon chef de projet. Voilà, voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Merci. Merci Alors, beaucoup. bien assimilé? Ah oui, c'est très intéressant. Ah bah super. Ah, vraiment, merci à vous. C'était des Merci. informations très Ah bah importantes, super. très nouvelles pour moi personnellement. Très bien, merci beaucoup. Sofiane, tu es là? Allô, allô. Merci beaucoup, Randina. Avec plaisir. Pardon, bonjour, vous me parliez, c'est ça? Alors, s'il y a notre Sofiane, Ah, pardon. c'est possible. Il y Vous en voulez a un. intervenir? Merci à vous, c'est Avec tout. plaisir. Merci. C'est déjà une intervention. Ah oui, remerciement, ouais. Alors, est-ce qu'on a des questions entre-temps? N'hésitez pas. Alors, moi, je rebondirai juste sur ce que disait Moukbil Rania, que je remercie d'ailleurs, par rapport
toutes ces logiques de gestion de projet agile. Alors, vous l'avez remarqué, pardon, elle a beaucoup parlé de développement d'applications et autres, mais vous aurez compris que ces principes-là aujourd'hui s'appliquent à tout type de projet. C'est-à-dire que vous développez une application, un hardware, un service ou une plateforme avec du hard, du soft, vous pouvez appliquer ces principes de gestion de projet. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas spécifique. Ça vient du monde du développement. Les principes جاونا les développements d'applications, mais c'est pas forcément dédié que pour ça. Maintenant, aujourd'hui, tu peux une entreprise qui fait de la logistique, qui fait des prestations de services. Tu peux appliquer certains de ces principes dans la gestion de vos projets. Là, ce qu'il faut garder, c'est juste que c'est des principes qui sont basés sur, un, de mettre le client au centre de sa réflexion et surtout d'impliquer le client tout au long du processus de développement du produit. Mais on n'est plus sur des approches qui est un petit peu dans le bâtiment. Il dit le client, il fait comme et je sais pas, un an après, tu livres le daro, mebniya, wajda, كيما كان يحبها. L'idée, l'objectif, c'est que à chaque étape دير دالا يجي يشوف يوقف معاك يشوف تبدا تحط له الساس يجي يشوف etc. Donc à chaque étape, chaque livrable, le client il est toujours là. Et le grand objectif, c'est qu'à la fin de la livraison du projet, ما يقدرش يقول لك ماشي واش كنت حاب. C'est impossible parce qu'il يشوف معاك tout au long du développement. Donc c'est ça la finalité, c'est que le client ما يقدرش مع la fin يدور عليك يقول لك ما عجبتنيش الخدمة. C'est vraiment l'impliquer tout au long du processus de développement. Donc, merci beaucoup, Rania, encore une fois. Je ne sais pas s'il y a Avec plaisir. des questions entre-temps. Alors, pour le petit quiz, alors, Rania nous a préparé un petit quiz qu'on vous enverra par email parce que il faut un petit peu se concentrer, prendre le temps de lire les questions. C'est pas un quiz qu'on peut faire en live avec 10 secondes de réflexion. Donc, on vous l'enverra, on vous le partagera sur le groupe WhatsApp et par email. Donc, باش تقدروا تجاوبوا عليه تقيموا un petit peu vos compétences. Donc, dès qu'on finit, on essaiera de vous l'envoyer. Mais c'est juste que cette évaluation en question n'est pas super. ماشي تاع rapidité كيما مدارين كيما البارح un quiz en live. Donc, il faut juste un petit peu prendre le temps de lire les questions, de bien comprendre et d'y répondre correctement. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? C'est bon, on est bon? Très bien. Ben, si c'est bon, moi je pense qu'on peut. Ah, ouais, تفضلي. J'ai juste envie de savoir وين نقدروا نلقاو l'enregistrement de cette On vous les formation. partagera. On vous les partagera. On vous écrira sur WhatsApp, mais ما تقلقوش على حق. نبعث لكم Merci. كل شيء sur le groupe WhatsApp. Ne vous inquiétez pas. All right. Ben, si c'est bon, je pense qu'on peut s'arrêter là.